Si tu t'es jamais retrouvé au milieu de la nuit, assis par terre, les mains dans la tête en train de pleurer, c'est que t'avais jamais vraiment été entrepreneur. Je connais personne, aucun entrepreneur qui soit pas stressé. Je refuse catégoriquement, quel que soit le domaine, de choisir par défaut. C'est-à-dire en fait, c'est fuck yeah or no. Soit évident, on y va, go, ou c'est même pas la peine. J'estime que tu peux pas rendre les gens heureux si t'es pas bien toi-même. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans le monde actuel, on fait passer l'égoïsme pour un truc malsain. Mais en fait, si t'es pas un minimum égoïste, tu peux pas avoir un impact positif sur le monde qui t'entoure et t'arrives pas à être heureux seul. Tu vas chercher du bonheur chez ton partenaire. Tu trouves pas ce bonheur chez ton partenaire. Tu vas la rendre responsable de ton mal-être ou de ton absence de bonheur. Donc ça va créer une frustration et ça génère des situations de clash, de malade. J'avais une longue relation qui du coup s'est arrêtée aussi à cause du business et parce qu'on fitait pas, parce qu'on n'avait pas la même vision de l'avenir. Donc tu te dis, est-ce que tout ça, ça fait du sens? Ou tu commences à te poser la question de est-ce que je me suis pas trompé sur ma définition du bonheur? Je viens de voir les statistiques de ma chaîne YouTube. Je vois que vous êtes 86,4% à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné. Si tu es un visiteur ou un auditeur, un spectateur, un peu de passage, un peu au hasard, bon, c'est pas très grave que tu sois pas abonné. Mais par contre, si tu trouves que les épisodes que je suis en train de proposer, où je parle de santé mentale, de relations avec les entrepreneurs, et que ça t'apporte énormément de valeur, franchement, ça me ferait juste super plaisir que tu puisses t'abonner, que tu puisses liker, que tu puisses commenter, juste soutenir la chaîne. En fait, c'est de cette manière-là que YouTube va me mettre en avant, va mettre le contenu en avant, et je vais pouvoir proposer des épisodes de plus en plus qualitatifs avec ton soutien. En contrepartie, je te promets que je vais faire en sorte de faire des épisodes de qualité de plus en plus dingues, de plus en plus ouf, et apporter le maximum de valeur possible. Donc voilà, si jamais tu peux t'abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Je te laisse reprendre l'épisode. Ciao. Bon, du coup, Thomas, très content que tu sois là. Ça me fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Ce petit studio pas fini. Qui est déjà top, en vrai, c'est cool. Tu pourras venir pour enregistrer tes podcasts. Du coup, Thomas, pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter brièvement, dire ce que tu fais, qui tu es? Carrément, je m'appelle Thomas Révol, je suis entrepreneur depuis une 12aine d'années, passionné de business, de conversion, de closing, de sales, de sport, de plein de trucs. Voilà, c'est toujours la question la plus compliquée, tu sais, quand tu dois te présenter et résumer un peu ta vie en l'espace de quelques phrases. Mais ouais, et je suis du coup le fondateur d'une boîte qu'on appelle le Sales Lab. Et notre mission, en gros, notre grosse mission, c'est d'aider les freelances et indépendants à générer plus de cash, notamment via LinkedIn, donc via la création de contenu, via la prospection, etc. Et à vivre du coup correctement de leur activité, avec, puisque ça sonne un peu familier, avec nous un parti pris particulier, c'est qu'en fait on prend des gens qui ont une belle expertise ou une belle audience et qui sentent que leurs revenus ne sont pas ceux qu'ils méritent. Et on les aide en fait à convertir cette expertise en revenus ou à convertir cette audience en revenus. Donc on ne prend pas trop de débutants. On prend des gens qui ont déjà une expérience dans quelque chose, qui sont bons et qui estiment qu'ils n'ont pas ce qu'ils méritent, en gros. D'accord. Qui font des... On va parler un peu business, mais pendant 5 minutes. Juste au début, et après on shift. C'est du coup que des freelances qui ont des produits digitaux, enfin online, ou comme moi, moi par exemple, je suis un coach en entreprise, je peux venir chez toi et... Ouais, en gros, du service B2B, essentiellement. Donc, tout type de service. On a des web designers, des freelances, copywriters, tout ce que tu veux. Enfin, il y a tout. Des gens qui ont une expertise en B2B, qui veulent faire davantage de cash et qui veulent surtout structurer leur offre, savoir comment se vendre, etc. Parce que souvent, les gens, en fait, ils sont un service avec un prix. Ils n'ont pas d'offre, ils n'ont pas de positionnement, ils n'ont pas de différenciation. Et du coup, ils finissent par aller sur Malte à se vendre à 40 balles la journée, tu vois. En fait, nous, on vient leur mettre un système, les aider à mettre en place un système pour justement qu'ils puissent monétiser leur expertise à sa juste valeur. Ok, stylé. Parce qu'à la base, t'es un sales, c'est ça? À la base, je fais un peu de tout, sur la partie sales et commercial, Et alors, le gros de mon activité, j'en parle pas, c'est d'accompagner des boîtes B2B à mettre en place des tunnels de conversion au sein de leur boîte. Ça, c'est des gros montants et des gros tickets, et du coup, c'est un truc que je fais complètement off, pas sur les réseaux. Ça, c'est ma boîte, on va dire, un peu la cash machine. Et la boîte à mission, c'est le Sales Lab, du coup, et on a pour but d'accompagner 10 000 indépendants à vivre correctement de leur activité. Donc, tu vois, on ne promet pas des 20, 30, 40 000 par mois, puisqu'on sait que c'est une exception. Mais on sait qu'on peut aider les gens à faire 3, 4, 5 000 de manière récurrente, en mensuel, en revenu. C'est un truc qu'on a fait X fois, donc on sait qu'on peut le mettre en place. Donc voilà, c'est une putain de mission, moi, ça me fait kiffer. Tous les matins, je me réveille en mode trop content de porter ce truc, tu vois. C'est vraiment cool. Et tu fais combien de CA à l'année, là, du coup? Fourchette, dis pas... en gros, si tu veux, grosse fourchette. On a dû faire un peu plus d'1 million en 2 ans. Avec ton frère, c'est ça? Ouais, avec mon frère et du coup maintenant Fabien, mon associé, qui nous a rejoint.
Et maintenant, on regarde plus en CA, parce que le CA qu'on fait, c'est surtout sur les boîtes qu'on accompagne, parce que c'est quand même des gros tickets, tu vois. Pour les indépendants, on regarde en nombre de personnes accompagnées et en CA généré par ces personnes-là. Et tu vois, mon kiff, c'est de prendre quelqu'un qui fait 1000 balles par mois et de l'emmener à 4 000 par mois pendant X mois, tu vois. Okay. C'est mon nouveau milestone, tu vois. Ouais. Et après, on regarde du coup, donc là, on a accompagné 1200 personnes au total. Ça s'accélère fort. On structure tout ça. À la base, c'était un solo business. En fait, on apprenait aux gens à faire comme nous. Ouais. Et maintenant, ça se structure en vraie boîte avec une vraie mission d'accompagner 10 000 personnes. Ah ouais, stylé. Donc, on se staffe un peu en interne. Tu vois, on prend des partenaires externes aussi. On veut porter la vision. Ouais. Et en fait, je suis enjaillé de malade par les retours qu'on a de tous nos clients et tout. Tu vois, c'est trop cool. C'est incroyable parce qu'en fait, aider une boîte à faire 2 millions en plus à l'année, bon, tu t'en fous, tu vois. Mais par contre, aider un indépendant à faire 2-3 000 euros en plus par mois, ça a un impact sur sa vie. Et c'est vraiment cool, tu vois. Et ça, ouais, ça a une vraie valeur, quoi. Ouais, tu vises pas juste l'élite, à chaque fois on entend toujours les mêmes. Ouais. Carrément. Donc t'as ça, et puis t'as aussi la variable de confiance. Les gens qui reprennent confiance en eux, tu vois, qui se disent, mais en fait, je comprends pas. J'ai une expertise de ouf, ça se vend pas. Ouais. C'est pas normal que je me vende à 40 balles sur Malte. C'est même pas un SMIC journalier, tu vois. Ouais. Mais il y a des gens qui se vendent 40 balles sur Malte la journée. Non, mais il y a tout, mais t'as même pas idée. Je vois tout. Ah, c'est vénère. Je vois tout. Et le pire, c'est que les gens les plus talentueux, souvent, ont le plus grand syndrome de l'imposteur. Ils se sentent pas à l'aise, ils osent pas monter leur prix, etc. Plus les filles ou pas? Franchement, c'est ultra variable. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a un public plutôt féminin dans les personnes qui nous contactent. Ah ouais? Enfin, 60-40, un truc comme ça. Ah, c'est bien quand même déjà. En revanche, en coaching, parce que je fais aussi du coaching individuel à l'heure, j'ai 90% de femmes. Putain. Et je pense avoir isolé l'élément qui justifie ça. Parce que t'es beau gosse? Non, non, pas du tout. Je pense que c'est une question d'ego, où en fait les mecs par ego se disent t'inquiète, je gère tout seul, pas besoin de me faire accompagner, pas besoin. Ouais. Alors que les nanas sont plus en mode ouais, je peux me faire accompagner. Je pense que j'ai isolé ce truc-là. Et maintenant, je pose la question, tu vois, à toutes les nanas que j'accompagne. Ouais. Ça m'intéresse de savoir, tu vois, d'avoir un peu leur retour. Ouf, ça, et je pense que c'est ce truc d'ego où le mec se dit c'est bon, t'inquiète. Tu sais, c'est la fierté un peu d'homme à homme. Ouais. Alors qu'en fait, entre sexes, on s'en fout. Moi, je pourrais demander à une femme des conseils, une femme pourrait me demander des conseils, on s'en fout. Clairement. Mais d'homme à homme, il y a parfois un truc un peu d'ego où, tu vois, pas besoin de toi, je vais te montrer ce que je sais faire. Je sais pas. Hein. Donc c'est curieux. J'ai jamais réussi trop à mettre le doigt dessus. Très compliqué de savoir. Ouais, très complexe. Parce que j'en connais plein, des gars qui sont aussi très dans la remise en question, qui n'ont aucun problème à demander de l'aide. Ouais, carrément. Donc je sais pas. Donc ouais, non, c'est curieux. Écoute. Ok, bah voilà, c'était le moment business de Thomas, Thomas Rivol. Voilà, on a fini. Alors Thomas, est-ce que, pour commencer, je commence toujours avec les mêmes questions, est-ce que tu peux me dire où tu es né et dans quel type d'environnement? Je suis né dans le 92, donc en France. Où exactement? À Colombes. Ah, ok. Pas très loin d'ici. Un environnement franchement hyper favorable. Ok. C'est-à-dire? Que j'estime avoir été le meilleur environnement possible. C'est-à-dire, en fait, j'ai eu tout ce que je voulais en termes d'amour, de cadre culturel, d'accompagnement, d'éducation, de ce que tu veux. Sans le côté on te donne tout, cuillère en or dans la bouche, tu vois. Ouais. T'as tout sans rien faire. Ok. Donc j'estime en fait avoir eu le meilleur des deux mondes. Mes deux parents sont médecins. Ok. Ils sont nés en France? Ils m'ont eu très jeunes, nés en France tous les deux. Ouais. Ils m'ont eu plutôt jeunes. Jeune. Mon père avait 30 ans, ma mère 25 ans. C'est pas si jeune, hein? Ouais, mais oui. À l'époque, en tout cas, tu vois, ils étaient en plus en études de médecine. Ouais. Donc c'était pendant leurs études. Pour des médecins, oui, c'est jeune. Tu vois? Ouais. Donc ils bossaient quasiment 7 sur 7, ils enchaînaient les gardes de nuit, les trucs et tout. Ok. Donc voilà. Et ouais, j'estime avoir eu une éducation et une enfance ouf. Après, j'ai un gros caractère, donc j'ai fait des dingueries. J'ai vu ça, ouais. Un petit peu. Collège, lycée, machin, mais classique, je pense qu'on passe tous par là. Ouais, on va revenir un petit peu sur ça. Ouais, mais tu vois, en termes de cadre et tout, je pense que s'il y a bien un truc pour lequel je suis reconnaissant, c'est ça, envers mes parents, tu vois. Ouais. C'est m'avoir donné un cadre de ouf à une époque où c'était compliqué pour eux, parce que tu sais, premier gamin, 25-30 ans, pendant tes études, c'est jamais compliqué. Enfin, c'est jamais facile, pardon, c'est plutôt compliqué. T'es l'aîné, c'est ça de la... Je suis l'aîné, ouais, on est 3, ouais. Ah, vous êtes 3? On est 3, ouais. T'as un petit frère? J'ai 8 ans d'écart avec Max qui bosse avec moi.
Ah ouais, c'est beaucoup. Et 10 ans d'écart avec Adrien, mon deuxième frère, deuxième frère, pardon. Waouh, ok. Le troisième. Petit aparté, je voudrais juste te dire que les studios que tu es en train de voir là actuellement, de l'envers du décor, sont désormais disponibles au public. Donc si jamais tu as envie de te lancer dans le podcast en 2024, sache que je serai là, je pourrai t'accueillir et je pourrai t'aider à lancer tes nouveaux épisodes. Je te mets le lien en description où tu pourras voir un petit peu tout le descriptif du studio. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Donc voilà, ouais, non, j'estime avoir une enfance ouf en termes de... Je trouve que souvent, on n'est pas assez reconnaissant en fait envers ce qu'on a pu avoir. Et j'aime bien, avec le recul, tu vois, te dire, tu sais, quand t'es gamin, tu fais des conneries. Tes parents, tu leur mets un peu la misère, tu sais, tu fais que des conneries tout le temps et tout. Et c'est bien parfois de prendre le recul. J'en parle souvent d'ailleurs ouvertement avec eux, tu vois. Ouais. Ils savent que je suis hyper grateful, enfin reconnaissant de ouf, tu vois, sur ça. Donc j'estime qu'en tout cas, en termes d'enfance, top, tu vois. Ouais, t'as rien, ok. Et du coup, t'es quel type de gamin on va parler de ça maintenant tout de suite. T'es quel type de gamin quand tu vas à l'école, en primaire, collège, lycée comment tu grandis Est-ce que tu vis des crises existentielles ou pas Est-ce que t'en veux à la terre entière Disons que j'aime bien me faire remarquer. Quand je suis gosse. Tu vois, je raconte des conneries. Alors, c'est des trucs que mes parents m'ont raconté, qui les ont marqués, mais le premier jour, j'arrive en CP, je crois, ils me disent bon, tu te tiens à carreau, tu fais pas trop le con. Et je commence à raconter des conneries. Ouais. Pourquoi tu faisais déjà en mode, je m'appelle Thomas, j'ai 3000 ans, je viens d'un autre monde. Enfin, tu sais, je raconte des conneries juste pour me faire remarquer. Tu faisais déjà le con quand t'étais... Et tôt, j'aimais bien faire le con, ouais. Mon père est très déconneur aussi, donc j'aimais bien, tu vois, faire le con. Et je pense que, je sais pas, j'avais dû capter que, je sais pas, c'était bien de passer par l'humour, faire un peu des conneries, et en tout cas sortir un peu du lot, de faire remarquer. Donc j'étais pas très, tu vois, introverti et tout, j'étais plutôt extraverti, voire too much. Ouais. Et c'est marrant parce qu'après, ça a un peu évolué. Ah ouais? Ok. Ouais. Mais donc ouais, non, très... rien de dingue en fait, tu vois. Juste un caractère un peu marqué et un petit pépin avec l'autorité. Ouais. Mais en fait, quand j'en parle avec les gens qui m'entourent, j'ai l'impression que c'est un truc qui est hyper courant, ce truc avec l'autorité, le rejet de l'autorité, tu vois. J'ai l'impression, ouais. Je sais pas, c'est parce qu'on parle qu'à des gens qui sont plus ou moins comme nous et qu'on finit par s'entourer de gens qui pensent comme nous, qui ont la même enfance, qui ont les mêmes histoires. Mais systématiquement, les gens me disent, mais en fait, moi, l'autorité me gonfle. Et depuis tout petit. Et c'est pas l'histoire du rebelle à la con. Ouais, alors en fait, j'ai du mal avec l'autorité, du coup, j'ai monté des boîtes. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gamins comme ça. Ouais. Et quasiment tous, en fait. Je pense que, moi, je pense vraiment que, ma théorie, c'est que, tu sais, on est tellement compressé par la société, par nos parents, par les règles, etc., qu'on nous laisse pas nous exprimer à notre plein potentiel. Carrément. Et du coup, à un moment, ça explose, quoi. Je pense que c'est dommage, je trouve. Carrément. Je pense que tu vois le cadre de l'école tel qu'il est conçu. Ouais. Et alors c'est facile de taper sur l'école, tu vois. Mais... Ouais, vas-y. Tu penses quoi de l'école? Parfaite transition. Dis-moi ce que tu penses de l'école. En vrai, si je suis honnête, tu vois, c'est utile. T'apprends des choses élémentaires. Tu rencontres des gens. T'apprends à raisonner. T'apprends à développer plus ou moins ton esprit critique. Alors plus ou moins, plus le temps passe, moins t'apprends à le développer et plus on te demande de fermer ta gueule. Mais donc c'est cool, c'est impératif d'être avec des gens qui te ressemblent et tout. Mais le cadre qu'on t'impose, la manière dont on t'apprend les choses, la manière dont on t'apprend à raisonner, c'est pour moi une aberration en fait. Et plus les années passent, tu vois, en maternelle, c'est un truc un peu peinard et tout, après primaire, truc. T'arrives au collège, et là c'est vraiment les classes en rang, les cours, ton rendu, tes notes, tes trucs vachement stigmatisants. T'apprends pas la pensée unique, mais t'apprends le raisonnement unique. Tu vois, moi j'ai des trucs qui m'ont surpris de ouf. Ouais. En maths, c'était il y a 20 ans, je parle de ça, tu vois. Ouais. T'as quel âge là? 31? J'ai 31, ouais. En maths, on te dit, je m'en fous que ton résultat soit bon. En fait, t'as 5 points sur l'exo, tu vois. T'as 4 points pour le résultat, pour le raisonnement, et 1 point pour le résultat. Ouais. C'est vrai. Mais en fait, dans la vie de tous les jours. T'as raison. Ce qui importe, c'est d'avoir un bon résultat. C'est de gagner, tu vois, quand tu montes des boîtes, en fait. Je veux dire... J'ai jamais fait ce rapprochement, tu vois. C'est abusé. Et c'est con, mais il y a plein de petites dingueries ici et là. Ouais. Et en plus, alors, c'est drôle parce que j'étais en collège privé. Ouais, pourquoi? Parce que j'avais deux choix, c'était un collège public ou un privé. Le public, c'était un peu le bordel. C'est quoi la vision de tes parents médecins, j'imagine du coup aisés, qui gagnent bien leur vie, etc., qui veulent le meilleur avenir pour leurs enfants. Comment ils réfléchissent? Comment des parents médecins réfléchissent pour mettre un gamin à l'école? Ça m'intéresse. Ils veulent se rassurer. Je pense ce qui les rassure, c'est le schéma qu'ils connaissent, c'est-à-dire grandes études, métier prestigieux,
médecin, avocat, ces trucs-là, sans trop jamais me dire d'aller par là. Ah. Mais ils veulent me pousser vers un truc. En fait, ils veulent ta réussite, tu vois. Ils veulent ton bonheur. Ils veulent ton bonheur d'abord. Ok. Et ton bonheur passe par ta réussite. Tu penses que tu as ressenti une pression de tes parents, toi? Genre, il faut plus que tu ailles vers là, ou t'ont vraiment laissé, vas-y. Ils me l'ont jamais vraiment mise, mais moi, je l'avais. Tu sais que c'est super intéressant parce que moi, du coup, je viens pas du tout d'une famille aisée, enfin, avec des grandes études et tout. Et malheureusement, tu sais, il y a cette image où parfois, quand tu viens un peu de la galère, entre guillemets, tu dis, ouais, de toute façon, ça, c'est des enfants privilégiés, ils ont des parents médecins ou quoi que ce soit. Et en fait, je me rappelle, quand j'étais en BTS, j'avais un pote qui avait un père médecin. Et je crois que c'était celui qui se mettait le plus de pression en cours. Parce qu'il avait peur de son père, tu vois. Ouais. Et je me demande si, tu vois, il n'y a pas un peu ce truc-là... Disons qu'en fait, c'était pas une pression qui me mettait, mais je la ressentais. Ouais. Genre, tu veux faire aussi bien que... Et puis, tu vois, historiquement, en plus, on est une famille pauvre, de base, très pauvre, au niveau de mes grands-parents. Ah, ouais, d'accord. C'est une famille, enfin, pauvre, vraiment pauvre. Française ou... Alors, italienne, polonaise, il y en a un peu de partout. Rivol, c'est quoi? Je connais pas. De base, c'est Eric Givol. C'est R-Y-C-Z-Y-W-O-L. Donc, c'est plutôt polonais, tu vois. Ah, et donc, une partie polonaise, une partie italienne, famille très pauvre. Mon grand-père qui avait fui la Pologne à l'époque de la guerre, tu vois, pour arriver en France. Il arrive en France à 6 ans. Il ne savait pas parler français. Ouais. Il a perdu ses parents. Et puis, il a gravi les échelons petit à petit. Tes grands-parents? Jusqu'à mon grand-père, ouais. Jusqu'à du coup avoir une très bonne situation. Et de l'autre côté, pareil, mes grands-parents italiens, tu vois, famille plutôt ouvrière de base. Puis mon grand-père, pareil, qui fait maths sup, maths spé, de grandes études, chimie, enfin, tu vois. Ouais. Il y a un truc, en fait, d'ascension sociale des deux côtés. Ouais. Et en fait, tu sais, on dit souvent, tu as une génération qui galère, une génération qui construit, une génération qui sublime, une génération qui fout le bordel. Ouais. Et logiquement, j'étais quasiment moi, en fait, dans la génération qui était censée foutre la merde. Ah non. Alors c'est ton gamin qui va foutre la merde. Mais impossible. Enfin, j'espère pas. Parce que voilà, toi... Donc, non, je crois que c'est une génération qui est dans la merde, une génération qui construit, et je sais plus comment c'est. C'est 3 générations. Ouais, c'est ça. Et c'est la 4e génération qui fout la merde. C'est ça. Voilà. Donc, écoute, on verra. Mais moi, j'étais en mode, tu vois, faut pas déconner, il faut respecter tout le taf qui a été fait. Ouais. Et puis, t'as une pression aussi de réussir, enfin, de réussite, tu vois, de dire, je veux pas être le gars qui profite de tout ça, qui fout le bordel. Et puis, j'ai toujours, tu vois, jamais voulu être considéré comme le gamin qui avait tout qui lui tombait dans la bouche. Tu vois, quand j'ai monté mes boîtes, j'ai jamais rien demandé à mes parents. Ouais. Alors, ils m'ont apporté beaucoup par le capital éducatif, culturel, etc. Ouais, forcément. Ouais. Mais je leur ai dit, je vais monter ma boîte, tu vois, mon truc. Très tôt, déjà, j'avais 15 ans, déjà, je voulais monter mes business. Et pour montrer que j'étais capable de prendre un truc from scratch, de le monter et de réussir, tu vois. Sans avoir ce truc, on t'a aidé, on t'a poussé, etc. Et c'était plus prouver ça à quoi? À toi? À tes parents? À moi et à mes parents. Ok. Tu veux te rendre fier et ensuite tu veux rendre fier ton entourage, je pense. Ouais. Et ta mère et ton père, ils avaient la même vision d'éducation, la même vision d'éducation des gamins ou... Ouais, franchement, c'était assez smooth. Franchement, c'était smooth. Après, ça n'a pas été simple tout le temps. Parce que tu vois, j'avais un gros caractère, grosse rébellion, énorme crise d'ado. Mais comme je te dis, en fait, je pense qu'on passe tous par là. Et je me demande si du coup, l'école et ton environnement n'a pas un lien avec tout ça. C'est pas possible que t'aies 90% des gens qui te disent, en fait, je me suis rebellé et je suis parti en couille. C'est que t'as un truc qui est soit castrateur à un moment, soit trop réducteur. Et en fait, tu te dis, mais en fait, il faut que je m'exprime autrement. C'est clair. Et du coup, tu finis par te porter en opposition complète avec le système tel qu'il est conçu. Ouais. Alors, ça peut être plus ou moins violent, tu vois. Mais ouais, moi, c'était sécher les cours, me faire virer de mes lycées. J'ai fini en internat, j'ai failli louper mon bac. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était un gros bordel, quoi. Ouais, mais pourtant, quand il fallait bosser, par contre, ça envoyait, tu vois. Tu vois, histoire drôle, alors je voulais d'ailleurs faire de grandes études à l'époque, même quand je montais mes boîtes, et je voulais rejoindre une école de commerce, une grande école de commerce. Donc je m'étais dit, t'as EM Lyon, EM Normandie, HEC, ESSEC et tout, tu vois. Ouais. Et donc je vois l'ESSEC et je vois qu'il y a un concours pour le BBA de l'ESSEC qui est le bachelor, donc c'est pas vraiment le parcours prépa. Ouais. Et je me dis, c'est pas parfait pour moi, tu vois, en tant que branleur, je veux pas faire 2 ans de prépa, donc il faut que je fasse un truc comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, j'ai bossé le concours que j'ai éclaté, j'ai peut-être 19 de moyenne, mais j'ai failli louper mon bac. Parce que j'ai quasiment séché une épreuve, copie blanche, et j'ai mon bac avec 10 et quelques, tu vois, limite. Ouais. Donc c'est toujours, je fais ce que j'ai envie de faire, je peux être très bon dans ce que je veux faire. Ouais. Par contre, par esprit de rébellion, ce qui m'emmerde, j'ai pas envie de le faire, je le fais mal. Et ça a failli me porter préjudice, tu vois. Ouais. Bon, au pire, t'aurais pas eu ton bac, quoi.
Ouais, donc j'aurais pas pu rentrer en école, donc j'aurais repassé une année, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc parfois c'est absurde en fait. Mais je pense que tous les comportements parfois trop marqués ont un côté complètement absurde et irrationnel, tu vois. C'est ça qui est compliqué avec l'école en vrai. Putain, tu vois, si je prends l'exemple de mon frère, il rentrait pas dans les cases. Et on voulait absolument le faire rentrer dans les cases. Mais lui, c'était un mec manuel, quoi. C'était faire du BTP et tous ces trucs-là. Il était super, super fort, tu vois. Et t'as certains qui ont pas, qui peuvent pas aller à l'école, tout simplement, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Et tout le monde a le même programme, tous les gamins ont le même programme, alors qu'on est tous différents. Ça, c'est chaud quand même. Tu vois. Et puis les classes par âge. Structurellement, c'est compliqué de faire différemment, parce que ça peut être un gros bordel. Ouais. Mais rationnellement, c'est absurde. C'est complètement absurde, en fait. Toi, c'est plus le potentiel qui est important. Le potentiel, les centres d'intérêt. Alors, c'est impossible concrètement de faire des classes par centre d'intérêt, par capacité. Et c'est bien de garder une certaine diversité et tout, tu vois. Mais c'est un peu Montessori, non? C'est pas un peu ça qu'ils font? Ouais, alors moi, je suis un grand fan de ce qu'ils font. Et c'est cher, je crois. C'est comme tous les trucs un peu sur le côté, c'est vite cher. Ce serait trop bien que ce soit plus démocratisé, que ce soit plus accessible à plein de gamins. Ouais. Genre, vas-y, tu mets ton gamin, il exploite son potentiel et tu vois vers où il va. Carrément. L'éducation, c'est un vaste sujet. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous, tu vois, notre boîte, le focus principal, c'est apporter une autre forme d'éducation, c'est-à-dire apporter d'autres manières de penser, d'autres manières de faire. Ouais. Une sorte de revanche à prendre avec l'éducation. Ouais. Mais alors, tu vois, c'est un truc qu'on entend vachement en ce moment. Ça tape un peu sur l'éducation, sur les écoles, etc. C'est vrai qu'on critique beaucoup, mais bon. Et j'aime pas ce truc. Moi aussi. En fait, j'aime pas quand on critique sans proposer de solution. C'est ça, ouais. Donc maintenant, dans mon raisonnement, j'essaie de faire évoluer ma perspective et d'avoir une perspective avec plus de recul sur OK, pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire différemment. Et là, du coup, tu arrives à un raisonnement qui est potentiellement intéressant. Mais du coup, tu te rends compte que c'est compliqué de le mettre en place, encore plus à l'échelle nationale. Mais c'est clair. Mais tu vois, quand tu rentres un peu sur le système éducatif, les harmonisations au niveau européen, etc., tu te rends compte qu'il y a beaucoup de dingueries. Et que il y a des normes et des choses qui sont mises en avant, qui sont pas normales, tu vois. On devrait pousser davantage l'esprit critique, mais tu sais très bien que si tu pousses trop l'esprit critique, ça va être le bordel. Donc tu vois, tu rentres pas après sur des choses complotistes ou quoi, mais tu sens que si tu veux du calme et de l'ordre dans la nation, il faut aussi que les choses se fassent correctement, que chacun ne parte pas en couille, qu'il y ait du cadre, qu'il y ait un truc très réglementé. En même temps, ça fait sens aussi, hein. T'imagines si tout le monde ferait sa life, qu'il n'y aurait que des entrepreneurs et pas de salariés, ce serait la folie. Quoi. Mais je parle même pas pour le côté entrepreneur salarié, juste le côté en fait, comment t'exprimes ta personnalité, comment t'exprimes ton être, tu vois. Et moi, je connais des gens, des salariés ultra épanouis, gros caractère, et à côté aussi des entrepreneurs qui sont pas un gros caractère, qui sont plutôt dans leur coin, etc. Donc c'est pas une question, tu vois, je pense, de ce que tu fais de ta vie, est-ce que tu es salarié entrepreneur, c'est plus en fait comment tu vas exprimer ta différence, comment tu vas exprimer ton esprit critique, tout ça. Faudrait une matière genre créativité ou je sais pas quoi. Franchement, c'est un vaste sujet. Exprime ton potentiel. L'éducation. Il y a tout à refaire, tu vois. Et quand il y a tout à refaire, c'est très compliqué, quoi. C'est super complexe. C'est pour ça qu'en fait, je sais qu'il y a beaucoup de choses absurdes, mais je veux pas non plus trop tirer dessus. Parce qu'en fait, si demain tu me donnes les clés et tu me dis, vas-y, fais avancer la baraque. Non, c'est bon, en fait. Je préfère faire un autre truc à côté de mon côté. C'est vrai. Et vous laissez gérer ça. C'est comme les gens qui critiquent les politiciens, les présidents, etc. Faites. Allez-y. Prenez sa place et on va voir. Tu vois. Complètement. Moi, je le vois quand je travaille dans des grandes entreprises où c'est quoi, c'est 5 000, 10 000 personnes et c'est le dawa. Tu te dis, mais t'imagines gérer un pays? Mais comment tu fais? Ça me fait trop rire les gens qui critiquent comme ça. Et du coup, toi, tu as des gamins? Non. Ah, c'est vrai? Pas de gamin. Ouais, pas de gamin. Ah, tiens. Pas de gamin. Non. Ok. C'est un vrai sujet. Pourquoi? Pas de gamin, célibataire. En fait, j'ai été full focus sur le business pendant très longtemps. Ouais. Et j'avais deux focus, en fait, c'était business et mon cercle proche, amis proches, etc. Et j'ai pas mis d'énergie, en fait, sur le côté couple, etc. Alors, j'étais en couple pendant quelques longues années, puis ça s'est arrêté. Ah non, je te demandais si tu voulais des gamins. Ah, je veux des gamins. Ouais. Tu en as. Excuse-moi. Ouais. Non, j'en veux. Ah, d'accord. J'en veux. Excuse-moi. Ouais, j'en veux. Mais tu vois, je pense que les choses prennent leur temps. Je pense qu'avant d'avoir des gamins, moi je suis de la team couple solide, tu vois. Ah bah oui. Avant d'avoir des gamins. Oui. Je dis ça comme ça, mais je vois des gens qui sont plus en mode faisons, on verra. Ouais.
Donc moi, je suis plus, tu vois, sur ce côté couple solide puis gamin. Mais du coup, couple solide. Et donc, vu que je suis célibataire pour l'instant, tu vois, et que... Ça fait longtemps? Ça va faire 2 ans. Ah oui, quand même. Ça. Ouais, mais en fait, c'est un sujet sans être un sujet, dans le sens où il y a un mode de bonheur qu'on te vend par défaut, qui est le mode, tu vois, grandes écoles, CDI, bon job, couple solide, gamin, maison, chien, la classique, tu vois. Et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est un peu le modèle qu'on te vend par défaut. Donc on te dit ça c'est la vraie réussite. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'angoisse de ouf. Vraiment. Ouais. Le côté trop plan-plan, rangé, trop vite et tout, c'est un truc qui m'angoisse. Ça, c'est un truc très mec, hein, quand même. Bah, je sais pas. Je rencontre de plus en plus de nanas qui pensent pareil et qui se disent, mais en fait, j'ai pas envie de ça maintenant, tout de suite. Et je veux un truc, tu vois, hyper spontané, sans trop de routine, sans trop de... Mais j'ai l'impression que certains gars, enfin que les gars sont en général en plus de mal à s'engager dans une relation. À se dire, ça y est, c'est elle, c'est la femme de ma vie, je suis prêt, quoi. Tu vois, je suis prêt à me stabiliser et c'est bon. J'ai fait le tour, j'ai pas besoin d'aller voir d'autres meufs. Tu sais, il y a ce truc-là, tu dis, tu restes avec une meuf, tu te dis, il y a peut-être mieux ailleurs, tu vois. Et en fait, il y a plein de gars qui restent dans ce truc-là. Non, il faut que je profite jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Ouais. Alors que les meufs plus jeunes, elles ont plus de maturité à ce niveau-là et elles peuvent plus vite se caser avec un gars, entre guillemets, et se dire, vas-y, je veux construire une relation stable avec... Je pense qu'il y a ce switch mental qui se fait pas beaucoup chez les gars, tu vois. Je pense qu'il y a aussi une question d'horloge biologique. Au bout d'un moment, tu te dis, nous, pour les mecs, on est un peu plus tranquille, donc en fait, on a un peu moins la pression. Tu vois, c'est un truc qui revient de manière récurrente, hein, tu vois. Et en vrai, objectivement, on est mature plus tard aussi, comparé aux meufs. Ouais, c'est possible, c'est possible. Moi, le truc, tu vois, c'est pas, je peux me poser et être sûr que c'est la bonne, etc. C'est, je refuse de faire des choix par défaut. Ah oui, mais clair. Mais vraiment, ça, c'est un truc, je refuse catégoriquement, quel que soit le domaine, de choisir par défaut. C'est-à-dire, en fait, c'est fuck yeah or no, tu vois. C'est soit, c'est évident, on y va, go, ou c'est même pas la peine. Et donc en fait, tant que t'as pas trouvé la bonne personne, et alors la bonne personne tu la trouves pas, en fait ça se construit avec le temps, mais tant que t'as pas un vrai fit, une vraie flamme, un vrai truc, moi c'est hors de question de me lancer dans une relation si je sais que j'ai pas un truc dès le début, tu vois. Donc finalement, t'as totalement raison sur ça. C'est pas une question de, tu vois, est-ce que je suis prêt à me poser machin et tout. Moi je serais prêt, j'aurais été prêt il y a 5 ans, tu vois. Alors il y a 5 ans peut-être moins parce que j'étais vraiment focus très 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 business, 7 jours sur 7, 13 heures par jour et tout. Maintenant, du coup, beaucoup plus, parce que je fais ce que je veux de mon temps. Je bosse énormément, mais je fais ce que je veux de mon temps. Mais c'est plus que j'ai pas trouvé de personne qui me déclenche ce truc. Et j'ai vraiment cette vision. Et ça, pour le coup, tu vois, j'en suis convaincu. Et je sais qu'en tout cas, à mon sens, j'ai raison. Et en tout cas, ça m'apporte du bonheur de me dire, je m'engage pas sur une relation si je sais que clairement je le sens pas. Donc, j'ai eu des débuts de relation comme tout le monde, tu vois. Et dès que je le sens pas, je stoppe tout de suite. Ouais, c'est clair. Je préfère éviter. C'est bien que tu arrives déjà à stopper. Ouais, et le plus tôt possible. Pour éviter des dégâts des deux côtés, tu vois. Autant en face que de mon côté. Après, il faut être le plus honnête possible dès le début. Ah, mais carrément. Au premier date, faire les premières rencontres. Complètement. Tu vois, moi, maintenant, j'ai rencontré, je pense, la bonne. Et ça a mis je crois qu'on s'est vu 7-8 fois avant qu'il y ait quoi que ce soit. Je lui dis exactement qui j'étais, je voulais savoir qui elle était. Ce que j'attendais, que j'avais des problèmes d'anxiété, etc. Je voulais qu'elle sache tout, tu vois, vraiment. Et après, une fois que t'as tout dit et que tu dis, putain, c'est peut-être la bonne, tu vois. Là, oui. Mais peut-être que certains s'engagent trop vite et ils se rendent compte que c'est pas les bonnes personnes, en fait. Tu vois. Je pense. Et j'ai vu quelques histoires dans un entourage proche qui me font me dire qu'en fait, j'ai raison de... Alors, en fait, je cherche pas à avoir raison. Je cherche à être heureux. C'est tout, tu vois. Non, mais si t'as raison avec toi-même, c'est très bien, déjà. Tu vois, c'est déjà ça. Je pense que c'est une bonne partie. Et non, en vrai... Tu te presses pas, tu prends ton temps. J'ai aucune pression. Très bien. Tu vois, c'est le principal. On nous vend une forme de bonheur qui est le bonheur forcément par l'autre. Et je pense que c'est une connerie. Alors tu vois, ça c'est pareil, c'est une de mes opinions. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à être en couple parce qu'elles cherchent du bonheur chez l'autre. 8000%. Et ça pour moi c'est un danger, mais de ouf. Mais... Dans la mesure où en fait, si tu n'arrives pas à être heureux seul, tu vas chercher du bonheur chez ton partenaire. Si tu trouves pas ce bonheur chez ton partenaire, tu vas la rendre responsable de ton mal-être ou de ton absence de bonheur. Donc ça va créer une frustration, des tensions. Cette personne en plus va se sentir
Ouais. que tu ne lui apportes pas ce que tu attends d'elle. Enfin, qu'elle ne t'apporte pas ce que tu attends d'elle. Et ça génère des situations de clash de malades De ouf. qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a Donc, énormément bah ouais. comme ça. Donc en fait, à mon sens, si tu veux, la vraie clé d'une bonne relation, oui, en fait, la relation se construit à deux et chacun se construit personnellement à travers le filtre de relation. Mais si t'es pas heureux de base, c'est très compliqué Clairement. d'être heureux dans une relation. Il faut être bien avec soi-même Et d'abord. encore une fois, hein, c'est ma conviction. Mais alors là, j'en suis intimement convaincu. Ouais, mais moi aussi. Donc en fait, le sujet, c'est plus, tu vois, à mon sens, comment tu fais l'introspection sur qui t'es, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Ouais. Je pense qu'aussi le fait d'attendre, de laisser passer les années, ça te donne des informations sur ce que tu veux, mais aussi sur ce que tu veux pas, et surtout d'ailleurs sur ce que tu veux pas. Exactement. Je dis souvent la même chose, ouais. Voilà. Ce que tu veux Après, ça t'empêche pas de rester ouvert, tu vois, et de te dire... tu vois, typiquement, je sais ce que je veux pas, à titre perso. Vas-y. On pourra en parler. Mais sur ce que je veux, en fait, je suis hyper ouvert. Tu vois, si tu veux, chaque personne est unique, chaque personne t'apporte quelque chose de différent. Chaque personne t'élève aussi toi en tant que personne. Donc en fait, t'as pas de critères. Mais moi, ça me gonfle, ça, les personnes qui ont trop de critères. Moi, alors moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse 1m80, 85, 1m90, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit machin, qu'il fasse du sport, qu'il soit pas vegan. Putain, mais pourquoi en fait tu te mets autant de barrières, autant tu vas tomber amoureux de l'opposé. Amoureuse ou amoureux de la personne opposée. Ce que tu veux pas, c'est 10 fois plus important. Je pense que tu vois, quand tu sais exactement ce que tu veux, c'est de l'ego en fait. Pour qui tu te prends pour demander exactement ça chez l'autre? C'est clair. Impossible, tu vois. En revanche, ce que tu veux pas, je trouve que ça en dit plus. Mais c'est clair. Parce que généralement, ce que tu veux pas, c'est des expériences passées que tu as vécues. Et tu te dis, mais ça, j'en veux plus. Exactement. Donc du coup, ou c'est lié à tes valeurs, à ta vision du monde, tu vois. Et donc, je pense qu'en fait, quand tu as ces éléments-là en tête, tu t'ouvres, faut pas rester fermé. Mais tu as des red flags absolus qui peuvent se déclencher. Et après, le tout, c'est de te dire, j'ai mes red flags vraiment rouges vifs, tu vois, et j'ai des choses qui potentiellement sont des petits flags, mais qui, en fonction de la personne, parce que chaque personne a ses défauts, et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme d'une personne, tu vois, c'est les aspérités et les défauts. Okay. Donc, tu t'ouvres à ça, tu vois. Mais oui, tu sais ce que tu veux pas. Et je pense qu'en fait, au début, t'es intransigeant. Après, tu te dis, bon, finalement, ça marche pas, je vais m'ouvrir. Donc, tu commences à faire une croix, en fait, sur ces fameux red flags. T'entames une relation, tu te laisses porter. C'est pas bon. Et en fait, tu te dis, mais j'ai été trop con. Bah ouais. Alors, tu vois, on me dit, oui, mais au moins, tu vis des choses. Et puis, si ça part en couille, c'est pas grave, c'est intense, etc. Je l'ai vécu. Franchement, alors oui, c'est incroyable sur le moment. Mais à terme, c'est pas le truc le plus sympa. Tu te sacrifies, en fait. Enfin, tu vois, trop de compromis. Je trouve ça absurde. Et en fait, je pense que on accepte parfois trop facilement les compromis. Et il faut des compromis pour vivre en société et pour vivre ensemble. Mais à un niveau raisonnable. Tu vois. Je pense que t'as certains mecs peut-être qui restent avec une meuf parce qu'elle est super jolie, super fraîche, etc. Alors que elle correspond pas du tout, quoi. Et la pression de l'entourage. Tu as les parents qui disent alors, t'as 30 ans, tu vas pas te... Moi, ils m'ont jamais dit ça, tu vois. Mais souvent, c'est les parents, les proches. Moi, j'ai des copains qui se reconnaîtront, qui savent qu'ils ont la pression. Tu as 30 piges, voir ta femme, faut être marié, faire ton grand mariage. Et qui se mettent une pression de dingue, qui entament des relations et qui, au bout de 2 mois, se rendent compte que ça va pas. Ou qui, au bout de plus longtemps, avec plus d'engagement, du coup, maison potentiellement, gamin, et là c'est autre chose en fait, tu vois. C'est clair. Parce que c'est la vie du coup d'une autre personne qui en dépend, c'est pas simplement 2 personnes, c'est potentiellement un gamin derrière. Donc après, si tu veux, t'as jamais de certitude dans ta vie, t'es jamais sûr de rien, et si t'attends d'être certain, tu fais pas grand chose. Je pense qu'il faut aussi un peu lâcher les chevaux et y aller. Mais je pense qu'il faut faire les choses, soit ne pas les faire, soit les faire avec panache, et y aller intensément. Donc en fait, quand y vas, si tu veux, c'est une question, ce que tu mets en input va définir ce que tu auras en output, quoi. Avec un coefficient multiplicateur entre temps. Si tu mets beaucoup d'énergie, ça va être génial. Si tu vas à moitié, tu n'auras pas grand chose. Du coup, ça me fait poser 2 questions. Tu te sens bien, toi, avec toi-même, là? Ouais, je commence, ouais. C'est compliqué de se sentir bien avec soi-même. Je veux dire, tu te sens stable dans ta tête? Ouais, je me sens bien. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à faire une profonde introspection. Par curiosité, pour différentes raisons.
et à chercher ce qu'était le vrai bonheur, tu vois, comment il vient, est-ce qu'il existe, par qui il passe, par quoi il passe, quels sont les mécanismes du bonheur. Donc j'ai passé vachement de temps là-dessus. Et ouais, en fait, je me sens vachement bien. Et je suis dans une vision, en fait, je me sens de mieux en mieux. C'est-à-dire de plus en plus heureux. Et je capte qu'en fait, mon bonheur passe par le bonheur de mon entourage. Ah. Je le sens, je le ressens profondément. Et du coup, là, mon truc du moment, c'est comment je peux faire pour générer plus de choses positives sur le monde qui m'entoure. Entourage, c'est ta famille? Famille, amis très proches, très cercle fermé. Parce que j'avais vu passer tes posts, ou je sais pas si c'était un post ou une vidéo, je sais plus, j'ai regardé pas mal de choses. Tu disais cercle 1, toi, et cercle 2, famille. Ouais. Donc finalement, ce que tu dis là, c'est cercle 1, proche en fait. En fait, c'est ça qui te rend heureux. Exactement. En fait, je dis cercle 1, moi, au début, parce qu'en fait, j'estime que tu peux pas rendre les gens heureux si t'es pas bien toi-même. Ah, mais ça, c'est vrai. Tu vois. Et quand on me dit ça, on me dit, ouais, putain, t'es égoïste, peut-être tu penses à ta gueule. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans le monde actuel, on fait passer l'égoïsme pour un truc malsain. Mais en fait, si t'es pas un minimum égoïste, tu peux pas avoir un impact positif sur le monde qui t'entoure. Et quand je parle du monde qui t'entoure, c'est peut-être une personne, 2 personnes, puis 5, puis 10, puis ce que tu veux, tu vois. Donc moi, ma conviction, ça a toujours été apprends à être bien toi. Tu sais, on a tous nos différents traumas, des histoires qui nous sont arrivées, des trucs familiaux, personnels, amicaux, tout ce que tu veux, au niveau des relations, etc. Et tu dois apprendre à dealer avec ça, à devenir la personne qui te plaît, tu vois. C'est-à-dire se plaire à soi-même, c'est super important avant de plaire aux autres. Donc cercle 1, toi, moi du coup, et ne pas avoir honte de le dire, tu vois. Cercle 2, moi, c'est ma famille. Famille. Donc là, j'ai un cercle très fermé, c'est hyper fusionnel, hyper intense, etc. Tu les vois souvent. Et ouais, et ça, c'est mon clan, tu vois. C'est vraiment... Alors, famille et amis proches, et si tu veux, je colle les deux, quoi. Ouais. Pour moi, c'est pareil, tu vois. C'est vraiment ce truc de clan. Et alors, du coup, c'est un cercle extrêmement fermé. Mais quand t'es dedans, c'est solide, ça bouge pas, et c'est coûte que coûte, tu vois. C'est un truc très... c'est ton noyau, et tu sais que... Ouais. Très tribal. Et pour le coup... all-in sur ce cercle-là. C'est-à-dire, en fait, si j'ai du temps, il va vers ces personnes-là. Si j'ai de l'énergie, il va vers ces personnes-là. Et c'est bien ça. Parce que des fois, on le dit, mais on le fait pas. Ouais. Ah, pour le coup, il n'y a pas de souci. Là, c'est vraiment, tu vois, mes parents, je les appelle hyper régulièrement. Ils ont quel âge? Ils ont autour de la 60aine. Tu connais pas. Putain, je suis mauvais sur ça. Bah si, c'est ça. J'ai 31. Question piège. J'ai 31, ma mère a 25 ans, donc 56. Ouais. Et mon père, 61 du coup. Ok, ouais, ils sont encore jeunes. Carrément. Donc voilà. Donc, on est ils exercent encore, du coup? Ouais, bien sûr. Ouais, et puis ils bossent comme des dingues. C'est compliqué d'être médecin. Ils kiffent leur métier, ils adorent ce qu'ils font. Je trouve que c'est un des métiers les plus ouf. Non, mais c'est une dinguerie. Je sais même pas comment ils font, moi, perso. Ouais, en termes de vision, d'impact sur le monde, pour moi, c'est un des métiers... De toute façon, les métiers de ce type-là, c'est les métiers que je respecte le plus. De ouf, pareil. Nous, on fait du business, c'est cool, t'as un impact sur le monde et tout, mais c'est du jeu, quoi. Quand il y a le Covid, c'est pas toi qu'on appelle, quoi. Voilà, tu vois. Donc, non, mais j'ai un profond respect pour tout le corps médical de manière globale et tous les métiers qui gravitent autour de ça. Ouais, moi aussi. Parce que tu dédies ta vie aux autres, en fait. Alors oui, tu gagnes bien, t'es content, etc. Mais en fait, tu gagnes bien, t'as pas d'effet de levier, tu bosses H24. C'est clair. Ça scale pas, hein. Ça scale pas. Tu vois, d'ailleurs, moi, quand j'ai vu mes parents bosser, je me suis dit, je ferais pas ça parce que je veux un truc qui scale et je veux pouvoir libérer mon temps et pas avoir à faire des gardes de nuit, des machins. Alors maintenant, ils sont indépendants depuis longtemps, ils ont leur cabinet, etc. Tu les voyais souvent? Bah, quand j'étais gamin, pas très souvent au démarrage. Tu vois, ils sont en plein d'études, après machin, tu fais ton internat, tu fais tes gardes de nuit, tu bosses le dimanche. C'était vachement nounou complexe. Ouais, nounou, ouais. Plusieurs. Ouais. Donc, mais t'as pas ressenti de manque? Non. Okay. Non, j'ai peut-être ressenti sans le savoir, mais j'ai toujours eu ce que je voulais. L'amour dont j'avais besoin, les conseils dont j'avais besoin, tu vois. Non, en vrai, pour le coup, je pense que s'il y a vraiment un truc pour lequel je suis reconnaissant, c'est mon enfance, tu vois. Ça n'a pas été incroyable parce que aucun truc ne peut être parfait, tu vois. Mais moi, j'ai eu tout ce que je voulais, tu vois. C'est ça. Et si je peux donner la même éducation et le même cadre à mes gamins, putain, go. Je signe tout de suite, tu vois. Donc ouais, donc cercle 1, toi, cercle 2, famille, amis proches. Et cercle 3, les rencontres que tu fais essentiellement dans le cadre du business. Et là, moi, c'est essentiellement mes clients et partenaires. C'est encore un autre cercle, tu vois.
Tu te fais des potes dans le business ou... Ouais, c'est cool, franchement. Tu penses que c'est authentique ou pas? J'en sais rien. Sincèrement. Mais je prends les relations pour ce qu'elles sont. Ouais. Il y a des gens intéressés, des gens pas intéressés. C'est le business. Mais il y a Ouais. des choses cool à prendre. Donc je prends ces choses-là. Maintenant, c'est un cercle beaucoup plus perméable que les autres, tu vois. C'est vrai. Ça rentre, ça sort, machin. Et après, cercle 4, c'est le reste du monde, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai pas cette vision, moi, tu vas changer le monde et tout, je m'en fous un peu. Par contre, si je peux prendre des personnes de ces personnes-là et les faire rentrer dans le cercle 3, avec grand plaisir, tu vois. Devenir client ou partenaire, etc. Ouais. Ou pote, tu vois, je le fais avec grand plaisir. Et puis après, petit à petit, mais plus tu montes, plus les cercles sont perméables. Je pense que l'air de rien, c'est ce qui te permet de pas perdre de pied. Tu vois, pareil, quand t'es super exposé sur les réseaux, etc., t'as tendance à vite soit prendre la grosse tête, soit prendre à cœur ce qu'on te dit, etc. Et moi, je sais qu'en fait, j'écoute les remarques et les commentaires de mon cercle proche. Mais le reste, je me bats les couilles, tu vois. Ils t'ont fait des remarques? Ouais, parfois ils disent ouais, c'est vachement cool, alors ouais, là, franchement, tu déconnes, tu perds pied, machin. Ouais, c'est vachement intéressant. Et en fait, si tu t'écoutes pas ça, t'es con, quoi. Ouais. Non, parce que j'ai vu un petit peu au travers de tes posts et tout. Parce que tu sais, t'as toujours ce truc quand tu vois une personne au premier abord, physiquement et tout, tu vas faire des suppositions. Et au travers de tes posts, j'ai quand même vu que t'étais quand même assez, de mon impression, genre assez humain, et que tu t'étais pas trop bullshit, pas trop dans le paraître, etc. C'est cool, je trouve. Ça fait plaisir, c'est cool. J'ai l'impression. Non, mais après... c'est cool que ça ressorte. Non, mais c'est ça. Après, je pense que le tout, tu vois, c'est de savoir doser, jauger et surtout rester la personne que tu es réellement. Alors, on a tous un filtre sur les réseaux, tu vois. Dès que tu crées du contenu, il y a un filtre qui se met en place. J'espère que j'en aurai pas. Bah, objectivement, il y a le filtre de tes pensées, il y a le filtre en fait, de la transcription de ce que tu penses en ce que tu dis. Ouais. Après, il y a le filtre de comment les gens comprennent ça. Et après, le filtre de comment ils l'interprètent par rapport à leur expérience, leur vécu, leur vision de toi. Et donc, en fait, tu as une accumulation de filtres qui fait que parfois, tu as des incompréhensions totales et tu as des gens qui se forgent des opinions complètement biaisées, etc. Donc, tu as tout ça, tout ce merdier. Mais entre-temps, je pense que le plus important, en fait, c'est juste, même si tu joues un peu au jeu des réseaux, de l'image, etc., c'est de rester la personne que tu es. Et même si tu joues un rôle, parce qu'on joue tous un rôle, tu vois, on a tous un rôle à jouer. Même quand tu es authentique, à partir du moment où tu crées du contenu sur les réseaux, tu joues un rôle. Et quand tu commences à faire après des millions de vues, etc., c'est encore plus présent. Tu vois, c'est filtré, en fait, c'est moins authentique. Mais il faut pas que tu te perdes dans tout ça. Et que tu aies ton entourage proche, en fait, qui te rappelle qui t'es, d'où tu viens, ce que tu fais réellement, etc. Et donc, en fait, pour moi, les remarques et les critiques, surtout de mon entourage proche, ont une grosse valeur. Et après, les autres critiques que j'écoute, c'est des personnes qui ont une vie, un quotidien que j'aimerais avoir, un business que j'aimerais avoir. Là, j'écoute, je m'ouvre à ça. Mais du coup, le reste, c'est du brouhaha, en fait, et c'est un peu là. Tu vois, tu deviens un peu bulletproof par rapport à tout ça. Ça passe, quoi. Les caravanes passent, les chiens aboient. Tu sais, c'est un peu le truc, la phrase de Tom Holland qui dit si tu me connais, j'écoute tes conseils. Et si tu me connais pas assez... Enfin, non, c'est pas ça. Il dit si t'as mon numéro de téléphone, c'est que je peux écouter tes conseils, mais si t'as pas mon numéro de téléphone, c'est qu'on n'est pas assez proche. Donc, en fait, tu me connais pas. Et donc, je m'en tamponne, en fait, de ton avis et de ce que tu penses. Stylé. Au niveau de proximité, tu vois. J'aime bien ce truc. Et j'y crois vachement. Je suis très, moi... Bon, après, parfois, les proches disent de la merde, quand même. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, j'écoute pas leurs conseils. J'écoute leurs ressentis. Du moins, je le prends en compte. Voilà. Tu vois. Ça fait mal, hein, quand même. Ouais. Quand un proche dit que tu fais un truc pas bien. Même si tu sais qu'ils ont tort, ça fait quand même chier, quoi. Ça fait chier. Après, le tout, c'est pas mettre d'ego dans l'équation, essayer de comprendre pourquoi il pense ça, est-ce qu'il a mal interprété ce que tu fais, est-ce que toi, t'as vraiment déconné. Non, mais même si, je sais pas, juste le fait que ce soit un proche qui accepte pas ce que tu fais, ça fait chier, quoi. Ouais, alors après, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, c'est un vrai sujet d'ailleurs, ton entourage proche. Moi, je suis convaincu que ça a un impact incroyable sur ta vie. De ouf. Et je dis pas ton quotidien, je dis vraiment ta vie, donc l'ensemble de ta vie. Et l'entourage, en fait, c'est un vaste sujet parce que souvent, tu as un cercle d'appartenance. Donc, tu vois les gens que tu fréquentes au quotidien, etc. Et tu as un cercle de référence, qui est le cercle vers lequel tu tends, que t'aimerais rejoindre, tu vois. Et parfois, tu as des personnes de ton cercle d'appartenance qui vont t'empêcher d'avancer
parce qu'elles n'ont pas la même vision du monde, parce qu'elles ont peur que tu fasses trop, que tu fasses différemment. Et ça, c'est une des choses les plus nocives que j'ai pu voir. Tu vois, j'ai fait 800 coachings en 2 ans. Donc j'ai vu pas mal de personnes passer. C'est beaucoup. Ouais, et alors c'est pas énorme, mais c'est un petit échantillon, tu vois, assez représentatif. Et très souvent, il y a un truc qui revient. En fait, les gens sont freinés par leur entourage et n'osent pas faire une croix sur des relations, même si elles sont nocives. Parce que c'est pas bien, parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a peur de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Donc c'est pour ça, tu vois, quand je te parle en fait d'imperméabilité de tes cercles proches, c'est intéressant aussi de laisser une porte ouverte quelque part. C'est clair, ouais. Sinon, t'évolues pas. Clairement. Tu vois. Et j'ai vraiment cette conviction. Alors, on a tout le temps la phrase qu'on entend, tu sais, les 5 personnes qui t'entourent sont les personnes qui vont déterminer ton quotidien, etc. Et ça peut être vachement bullshit, mais en fait, c'est très réel. Mais c'est trop vrai. Je sais pas si c'est 5, si c'est 3, si c'est 10, mais ton entourage. Et alors, l'entourage physique et l'entourage virtuel, intellectuel. C'est-à-dire, en fait, consommer des contenus de quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui t'aide, etc. Ça a quasiment le même impact qu'être avec cette personne au quotidien. Parce que ton cerveau fait pas la différence, en fait, entre le réel et le virtuel. Ah, tu vois. Et ça te donne un nouveau champ de référence, une nouvelle vision du monde. Je me suis jamais fait cette réflexion. C'est assez ouf. Ok. Et donc, c'est pour ça que si tu arrives à isoler les bons contenus en ligne, tu peux évoluer très, très, très vite, personnellement, professionnellement, etc. Mais qu'à l'inverse, si tu passes ton temps à regarder les merdes qui tournent sur TikTok, etc., parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de conneries quand même, 99% de merde. Je connais pas bien. Ça te brainfuck à l'inverse, en fait. Et c'est la majorité. Tu deviens con par entourage virtuel, en fait. Non, mais c'est clair. Donc, tu vois, on a la chance d'avoir un accès infini à l'information. Ouais. On peut apprendre des choses et tout. Tu vois, Naval dit l'information est abondante, mais c'est le désir d'apprendre qui manque. Et en fait, quand tu veux apprendre, que tu veux découvrir des choses, etc., t'as de quoi faire des choses incroyables. Mais c'est clair. Et t'as de quoi aller très, très vite, en fait. Il n'y a plus d'excuses, là. Aucune. Ouais. Putain, on est parti loin. Parce que du coup, ma question, c'était tu te sens bien avec toi-même? Tu m'as dit oui. Du coup, tu te connais. On en revient aux autres, du coup. C'est ça. À l'entourage. Du coup, tu te connais. Tu penses te connaître maintenant? Bah oui et non. Ouais. Ah, ok. Je me connais en partie, je pense me connaître, mais en fait, tu te découvres tous les jours. Et je pense que le jour où tu te connais pleinement, c'est chiant, quoi. T'as rien à découvrir. Le jeu est fini, tu vois. Ouais. Et quand tu disais que tu as traversé une période où tu voulais savoir c'était quoi le bonheur, etc., ça veut dire quoi, ça? Pourquoi tu as eu ce moment de questionnement? C'est quoi le bonheur? Parce que tu n'étais pas heureux ou parce que c'est des questions très compliquées, existentielles, et le bonheur, on sait que c'est pas quelque chose qui se trouve, tu vois? Ouais, c'est une bonne question. J'ai su, en fait, j'ai cru et su tôt, et pensé surtout, que le bonheur, c'est avant tout une question de liberté. Je pensais que tu allais dire argent. Bah, c'est un des vecteurs, Ok. J'en suis convaincu. Alors quand on dit alerte, mot interdit, tu vois, on a parlé d'oseille et tout, on va en parler après. Mais je suis convaincu que la liberté, enfin que le bonheur est une question de liberté. Ça, c'est une certitude. Ok. Donc j'ai cherché très tôt quels étaient les leviers pour être libre. Pour pouvoir du coup avoir le temps, l'espace mental, l'espace temporel pour aller chercher cette liberté, ce bonheur, tu vois. Okay. D'où l'entrepreneuriat, monter des boîtes et tout, parce que j'avais capté qu'en fait tu faisais ce que tu voulais de ton temps, que tu avais du cash potentiellement, donc du coup ce cash était transformé en achat de temps, en achat d'espace temporel, etc. Tu vois. Parce que c'est vrai que ça a commencé très tôt, toi, quand même. Bah, disons que j'ai monté ma première boîte. Petit projet à 18-19 ans. Ouais, donc c'est tôt pour avoir cette réflexion. Puis après, à 15-16 ans, je vendais des flyers pour des soirées en boîte, pour commencer à faire un peu de cash, etc. Un truc con. Et donc voilà, et en fait, entre tes 15 ans et tes 25 ans, tu fais 10 ans de monter des projets, ne penser qu'à travers les boîtes, à travers la liberté, etc. Et après, tu te dis, en fait, est-ce que je suis heureux? Entre mes 20 et mes 25 ans, j'étais en cours la journée, je bossais sur mes boîtes le soir et le week-end, donc je sortais pas ou quasiment pas. Donc t'as une période pendant laquelle tu sors pendant 2 mois, après tu sors plus du tout, t'es enfermé, tu vois plus tes potes et tu te dis mais en fait est-ce que je suis pas con? Est-ce que j'ai pas fait trop de concessions? Est-ce que le bonheur c'est vraiment sacrifier 5, 6, 10 ans de sa vie? Alors là j'ai pas sacrifié entre 15 ans et 20 ans, tu vois, mais entre 20 et 25 ans on va dire. Est-ce que le bonheur c'est vraiment ça ou pas?
J'avais une longue relation qui, du coup, s'est arrêtée aussi à cause du business et parce qu'on ne fitait pas, parce qu'on n'avait pas la même vision de l'avenir. Donc, tu te dis, est-ce que tout ça, ça fait du sens? Ouais. Et du coup, tu commences à te poser la question de est-ce que je me suis pas trompé sur ma définition du bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur, tu vois? Totalement, ouais. Et du coup? Et tu te dis, bah, ok, faisons le bilan, quoi. Introspection. Alors, ce qui est drôle, c'est que je suis convaincu que n'importe qui devrait aller voir un psy, que 100% des gens devraient avoir un psy, mais j'en ai jamais vu, à titre perso. La grande incohérence, tu vois. On conseille souvent aux gens de faire les choses et nous, on les fait pas. Exactement. Mais je pense que, tu vois, dans le monde dans lequel on vit, tu as besoin d'aller voir des psys pour parler, pour extérioriser. Et d'ailleurs, le rôle des psys, c'est pas de te dire, ouais, t'as ci, t'as ça, fais ci, fais ça. C'est de te faire parler pour que toi, tu puisses prendre conscience par toi-même de ce que t'as et te pépin, tu vois. Ouais. Donc, je l'ai pas fait. J'ai décidé de le faire à titre perso. Et du coup, j'ai dû parfois plonger dans mes pensées, les trucs les plus profonds, etc. et me mettre la vérité en face. Et en fait, ça fait mal de ouf. Ça pique, vraiment. Comment tu fais ça? Ça me paraît compliqué de faire ça. C'est très complexe. Faire ça avec soi-même. Ouais, c'est super complexe. Et ça pique, je pense, beaucoup plus que si t'as une personne en face de toi qui peut un peu tempérer le truc. Ouais. Tu te dis tes 4 vérités sans filtre, en fait. Okay. Et là, en fait, t'as agi comme une merde. Là, t'aurais pas dû faire ça. Là, c'est pas normal. Là, c'est pas honnête. Là, c'est pas courtois. Là, c'est pas sensé. Ouais. Tu te dis tes 4 vérités. Et t'as pas de fin. Tu les entends, quoi. Tu fermes ta gueule et tu t'écoutes, tu vois. Ouais. Donc ça marche pas, je pense aussi bien que d'aller voir quelqu'un, mais je pense que c'est important en tout cas d'être sincère et honnête envers soi-même, tu vois. C'est le premier pas déjà. Et donc en fait, tu fais un peu un bilan de tout ça et tu te dis, moi le bonheur pour moi c'est un peu un curseur, tu vois. T'es heureux, tu l'es un peu moins. En fait, j'arrive même pas à poser une définition et d'ailleurs je veux pas mettre de définition sur ce mot. On peut pas. Parce que déjà c'est impossible et puis ce serait réducteur. Donc voilà. Moi j'ai carrément fait le truc où j'ai arrêté de vouloir être heureux. C'est un concept différent d'Alex Hormozy. Tu sais, au bout d'un moment, si tu fais que te plaindre et que t'es pas heureux, que c'est quoi le bonheur, etc., c'est bon quoi. Fuck happiness, tu vois. Vas-y. C'est quoi? Juste avance, fais des trucs et puis... Et bizarrement, quand j'ai intégré ce concept de fuck happiness, je suis plus heureux. Parce que j'arrête de vouloir être heureux, quoi. Tu vois, c'est con, mais ça fonctionne. Tu vois. Non, mais je comprends. Bah, c'est comme les couples, en fait. Hein. Tu cherches pas à être en couple. Fuck les couples et ça vient tout seul. Mais ça, c'est dingue. Fuck le couple et ça vient tout seul, naturellement. C'est une dinguerie. Ouais. Moi, ma meuf, je l'ai rencontrée, mais genre, j'étais en mode... je sortais d'une très grosse relation, burn-out, pas de libido, rien. Je dis, c'est bon, les meufs, c'est bon. Et finalement, je tombe sur la meuf, tu vois. Trop chelou. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est pas vraiment une quête, c'est un truc qui vient... Mais ouais, c'est clair. Tu disais que tu t'es fait cette réflexion, tu avais sacrifié un peu tes amis et tout, parce que tu étais dans le business. Et tu vois, en ce moment, il y a beaucoup ce truc, il faut entreprendre jeune, vous avez tout le contenu sur Internet, commencer à 18 ans, etc. Et moi, je me pose des questions, est-ce que c'est bien de faire ça aux gamins ou non, quoi? Tu sais, parce qu'ils vont, une fois qu'ils se lancent dans le business à fond, bah oui, ils vont sacrifier leur jeunesse. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Tu vois, c'est vraiment 50-50 dans ma tête. En fait, objectivement, je vais te dire, avec le recul, je regrette pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et je pense qu'en fait, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, l'output va dépendre de l'input que tu mets. C'est-à-dire, en traduction littérale, les résultats que tu vas avoir vont dépendre des efforts que tu vas mettre en entrée. Ouais. Et chaque réussite, chaque succès passe forcément par une phase compliquée et par un lot de sacrifices. Donc, à mon sens, soit tu souhaites une vie normale, banale, classique, et tu dis du coup je suis relativement équilibré. Soit tu cherches quelque chose de différent par nature, et donc ton quotidien sera différent. Non, mais c'est vrai. Enfin, si tu veux, c'est hyper pragmatique, quoi. C'est souvent en fait tu veux le côté positif, mais tu veux pas le négatif. Ça n'existe pas. Loi de l'univers, tout s'équilibre, tu vois. Je suis pas dans le délire de chaman ou quoi, mais si tu veux, t'es pas trop dans le spirituel, toi? Non. Enfin, tout est intéressant, tu vois. Ouais. Je suis plus pragmatique, mais néanmoins il y a des choses intéressantes et pertinentes, tu vois. Mais alors, tu vois, par exemple, les énergies, tout ce qui est spirituel, etc. J'y crois, mais pas d'un point de vue spirituel, tu vois. T'arrives dans une pièce, tu crées des choses, tu crées des connexions, c'est du physique, c'est de la vibe, tu vois. Il y a quelque chose de pas tangible, mais qui n'est pas pour autant spirituel, selon moi. Et donc, pour revenir à ta question, tu vois,
tu dois à un moment donné faire des sacrifices. Tu peux pas avoir un résultat incroyable sans faire de sacrifices. Ouais. T'as pas un sportif de très haut niveau qui devient très bon sans sacrifice. T'as pas un entrepreneur qui devient très successful sans sacrifice. T'as pas un musicien ou une musicienne qui devient excellente sans sacrifice et sans passer des heures à s'entraîner. Donc en fait, moi je trouve ça vachement cool que ça vienne très tôt. Il faut jauger. Tu peux jauger ton sacrifice. T'es pas obligé de faire un all-in. Mais je ne jugerai jamais quelqu'un qui fait un all-in parce que je sais ce que c'est, je l'ai fait. Et je sais que ça marche. Ouais. Quand tu mets beaucoup d'efforts, alors, dans le bon sens, dans la bonne direction, ça fonctionne, tu vois. Ah ouais, non, mais je posais juste une question comme ça. Des fois, je sais pas. Mais en vrai, je te rejoins. De toute façon, les jeunes qui ont l'ambition, c'est bien. Perso, j'adore, tu vois. Tu vois, si tu commences jeune, c'est mieux pour toi. De toute façon, tu vas grandir. Complètement. Et en soi, c'est les meilleures années, tu vois. Parce qu'en termes de responsabilité, t'as pas grand-chose, quoi. Souvent, je généralise, tu vois, mais s'il y a bien un moment où tu peux prendre des risques à entreprendre, c'est ta vingtaine, quoi. Ouais. Tu vois. Et de pas sortir jouer avec tes potes, aller jouer à la console, jouer au foot ou je sais pas quoi. Bah, tu peux. Et tu dois, sûrement. Mais tu fais un choix. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, tu choisis. Et l'output dépend de ton input, quoi. Si tu passes sur tes 20 heures de temps libre, si tu passes, je sais pas, 15 heures à développer tes compétences, etc., monter ton business, bosser en tant que freelance, etc., et 5 heures à t'amuser avec tes potes, etc., ce qui est important, tu vois, tu auras du coup les résultats de X%. Et quand tu étais jeune, tu étais intéressé par les filles, toi, du coup? Ou tu étais plus en Ouais, grave. focus business? Non, carrément. Ouais. Mais il y a plein de trucs qui m'intéressaient. Tout m'intéresse, en fait. J'étais vachement curieux. Tu vois, les relations avec les nanas, l'art. Parce que les meufs, ça fait perdre la tête quand même. Hein. Ouais, mais c'est important aussi. Ouais. Et puis, tu te construis à travers ça aussi. Ouais. Tu vois, tu te construis à travers tes relations. Même si elles sont pas toutes extrêmement longues, etc., tu te construis à travers ça. Tu te construis à travers les relations, à travers les autres, leur regard, leur vision du monde. C'est ultra enrichissant. Donc non, j'étais pas le mec, le geekos, tu vois. Non. J'aimais bien plaire, j'aimais bien séduire et tout. Je kiffais ça, et même encore maintenant. C'est cool, tu vois. C'est normal. C'est sympa. Ouais. Et tu vois, j'ai encore quelques relations et tout, évidemment. Ouais. Mais... Donc là, c'est quoi que tu ne veux... Si on revient en arrière, là, c'est quoi que tu ne veux pas chez une meuf? Si tu veux... ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, il y a une question de fit. Est-ce que tu accroches ou pas? Donc, il y a une question déjà de match... quelque chose d'intangible, tu vois. Une vraie connexion émotionnelle. En fait, déjà, une connexion émotionnelle, une connexion intellectuelle. Oui, s'il n'y a pas ça, moi, c'est un no-go absolu. Tu vois. Donc, j'ai pas de critères, en fait. C'est presque de l'ordre du ressenti. Ok. Mais... il y a certaines choses que je pense, tu sais que tu veux pas revivre, peut-être que tu as vécu ouais, avant. mais je pense qu'en fait, tu vois, si je fais une liste de défauts ou de trucs, c'est pas hyper pertinent dans la mesure où je pense que, tu vois, chaque personne peut avoir un défaut qui finalement est une qualité, un truc que tu te mets à apprécier. Non, mais peut-être que... Après, j'ai des valeurs à titre perso. C'est quoi tes valeurs, vas-y? Tu sais, moi, j'ai des valeurs très fortes de confiance, de loyauté. Ça, c'est des choses qui se perdent. Et c'est con, ça fait un peu vieux jeu de raconter ça et tout, tu vois, mais d'intégrité. Et je te parle de ça dans nos relations, mais dans le business aussi, à plein de niveaux, tu vois. Et c'est con, tu vois, je te parle de confiance, de loyauté, d'intégrité. C'est déjà 3 valeurs cardinales, en fait. C'est fort, ouais. Que tu trouves pas partout. Et puisqu'on parle des relations, c'est très compliqué, tu vois. Ouais. De trouver ça dans une relation, c'est très, très, très complexe. Je sais pas si c'est contextuel, mais on vit comme dans un monde qui est pas conçu pour que ces valeurs puissent se développer de manière saine. Tu vois, même par rapport aux relations, on vit dans un monde d'ultra-abondance de tout. L'information, elle est abondante, les relations, elles sont abondantes. Il y a du coup un contexte de compétition permanente, de timing resserré. Tout doit se faire vite, tout doit s'accélérer. Tu vois et en fait, je pense que ces 3 valeurs-là, elles prennent du temps, par définition. Donc en fait, dans un monde où tout va vite, et trop vite, où tout est consommé en mode à l'arrache, tu vois. Et les relations, c'est nimp en vrai. J'en parle avec mes potes. Et on en parle tous, c'est n'importe quoi. Tu as une relation, nous à l'époque, tu vois, nos grands-parents, ils sont restés ensemble pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. T'avais un truc qui allait pas, c'était réglé.
mais reste ensemble. Maintenant, t'as un truc qui va pas. Ok, ciao, on passe à autre chose. Boum. Je m'en fous, j'ai Bumble, Tinder, toutes ces conneries, je passe à autre chose, je swipe, ok, good, ça me va pas. En fait, t'as un côté vachement. Tu fais encore ça? De temps en temps, les apps, ouais, ça me fait marrer, tu vois, mais bon, j'y tire pas trop de. Je préfère les vraies rencontres, tu vois, en soirée, croiser quelqu'un et tout. Généralement, les apps, je trouve ça claqué. Moi. J'ai été dessus comme tout le monde, tu vois. Oui, je pense qu'on a tous été dessus, mais c'est pas une critique. Mais... Tu vois, le monde est conçu pour que tout soit rapide, superficiel, pas de profondeur, sans surface. Et ça, c'est un truc qui me tend à titre perso. C'est un manque de profondeur chez quelqu'un. Même les conversations, quand tu regardes bien, tu vois, très souvent. C'est ouf. Salut, ça va, cool, et toi? Ouais, top, merci, ciao. Mais en fait, autant ne pas parler. Et les gens te disent ça va, mais ils s'en battent les couilles, en fait. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Ouais, en fait, ils s'en battent les couilles que t'ailles bien. Complètement. Ouais. Et quand on parle, il y a un côté très... tu sais, quand on en parle, il y a un côté un peu vieux jeu. C'était mieux avant, les relations étaient mieux et tout. Mais en vrai, putain, ouais, c'était plus stylé, tu vois. Après, t'as le truc où c'est à nous aussi de montrer la voie, tu vois, de se dire, une relation, ça se construit. Bien sûr. C'est beaucoup de communication, tu Bien vois. sûr. Faut pas rentrer aussi dans le jeu. Bien sûr, mais c'est complexe. Accéléré. Ouais, c'est complexe. Parce que même toi, tu sais qu'en fait, si ça va pas, c'est pas grave. Il y a autre chose ailleurs, tu vois. Donc toi, t'aimerais bien avoir avec toi une personne qui, pas tant qui est dans l'entrepreneuriat, mais ou en tout cas qui sera toujours derrière toi, à comprendre tes projets, à te soutenir, etc. C'est important. Puis qui fait des choses, qui se bouge, qui avance, tu vois, qui a beaucoup d'ambition. Ouais, c'est important qu'elle ait beaucoup d'ambition. Ouais, sympa. Alors pas trop, enfin. Genre si elle travaille, genre normal, ça te dérangerait? Non, mais au contraire. Moi, j'adore. C'est un truc qui me plaît le plus, d'ailleurs. Je veux dire employé, salarié, genre. Ah non, pas de souci. Ah non, aucun, okay. Après, c'est vrai que je pense que quand t'es entrepreneur, t'as un certain quotidien avec un certain niveau de risque, un certain niveau de responsabilité, de stress, d'anxiété potentielle, etc. Et c'est beaucoup plus facile d'évoluer au quotidien avec une personne qui comprend ce que tu vis, de manière générale. Je déteste le de manière générale, mais là, il s'applique. Donc, je sais que, tu vois, c'est plus plaisant d'avoir quelqu'un qui comprend ce que tu fais en daily, qui comprend tes problématiques. Et, si tu veux, j'aime bien les connexions où les choses se comprennent sans qu'elles soient forcément dites. Ok. C'est compliqué quand même, ça? C'est compliqué. Si tu communiques pas sur... Évidemment, mais si tu vis et que tu es capable de ressentir ce que la personne ressent, ce qui demande du coup une grande empathie et une grande connexion plutôt émotionnelle, comme je t'en parlais tout à l'heure, là ça match, tu vois. Okay. Et je pense pas que ce soit un truc utopique et tout. Il y a plein de relations où c'est le cas. De ouf. Mais tu dois avoir une connexion et tu dois comprendre ce que vit l'autre. Et le meilleur moyen de le comprendre, c'est de le vivre, quoi. Tu vois, de savoir ce qui se passe. C'est quand même beaucoup plus simple, quoi. Du coup, c'est cool, tu as fait une parfaite transition. Tu as parlé un peu de stress, etc. Dans la vie d'un entrepreneur. Tu vis ça comment, toi? Ça va, t'es chill, genre t'as toujours bien géré tes émotions dans l'entrepreneuriat? Ou des fois, tu as eu besoin de moments de déconnexion de ouf, tu te dis, mais là, ça va trop loin, j'en peux plus, etc. Comment t'as géré tout ça, toi? J'ai très mal géré ça. Non, pour être honnête, c'est un bordel constant. Je pense que le stress et l'anxiété, je veux dire quand t'es entrepreneur, parce que c'est ce que je connais, tu dois pas chercher à les éviter, tu dois juste chercher à dealer avec. Ouais. Je connais personne, aucun entrepreneur, aucune entrepreneuse qui soit pas stressé. C'est énervé, quand même, je trouve. C'est le lot commun des gens qui font, comme dirait Tapi. C'est quand tu fais des choses, t'es stressé, alors à différentes échelles, à différents niveaux, etc. Mais souvent on n'en parle pas d'ailleurs. On déifie l'entrepreneuriat, le fait de monter des boîtes, la voie royale, etc. Et je suis convaincu d'ailleurs que c'est une super voie et que c'est un moyen de t'épanouir qui est incroyable. De ouf. Mais on minimise les effets du stress, de l'anxiété chronique, constant. Et alors souvent, ce qui est drôle, c'est qu'on pense qu'en fait, après avoir atteint un certain seuil financier, une certaine rentabilité, un certain cash sur ton compte, le stress va disparaître. En fait, pas du tout. T'as eu ça, toi? Ouais, j'ai eu ça. T'avais un truc en tête où tu t'es dit je veux atteindre telle somme, et quand tu l'as atteint, t'étais quand même encore stressé. Ouais. Bah oui, au début, tu te dis je veux faire 1 million de chiffre d'affaires, quand je l'aurai atteint, c'est bon, je serai tranquille. Bah tu l'atteins, après t'en veux 10. Où t'as d'autres responsabilités qui sont créées par la nature au fur et à mesure du développement de ton business. Donc voilà, après tu te dis je veux genre 100 000 euros sur mon compte. Quand je les aurai, je serai tranquille. Bon, bah tu les as, tu te dis mais en fait non, ça change rien, quoi. L'argent résout les problèmes d'argent.
Et C'est le ouf, pire hein. qui puisse arriver d'ailleurs pour un entrepreneur, c'est de penser que son stress, son anxiété, et parfois son absence de bonheur vont être réglés grâce au cash, et de se rendre compte qu'en fait, une fois que tu as le cash sur ton compte, ça ne règle pas ces sujets-là, parce que ça veut dire que c'est pas un problème d'argent, que c'est un problème plus profond. C'est une horreur. Ça, c'est le pire truc. Tu le l'as truc qui pique le plus. Bah, je l'ai eu plus ou moins, Ouais, oui. plus ou moins. Comme je t'ai dit, j'avais déjà bossé sur la partie bonheur, anxiété, etc., Ouais. réflexion. Donc, voilà, mais donc je pense que le stress, c'est un truc. Le stress et l'anxiété, c'est quelque chose de constant qu'il faut pas refouler d'ailleurs. Tu peux accepter d'être anxieux, tu peux accepter d'être stressé, de pas être bien. Il faut juste en comprendre les sources. La première étape pour améliorer quelque chose, c'est déjà de l'accepter et de dealer avec, tu vois. Totalement, ouais. Donc voilà, et j'aime beaucoup cette phrase qui peut faire peur, mais c'est la réalité. Je sais plus de qui, et je sais pas comment elle était exprimée, mais en gros, on te dit que si tu t'es jamais retrouvé au milieu de la nuit, assis par terre, les mains dans la tête, en train de pleurer, c'est que t'avais jamais vraiment été entrepreneur. Est-ce que t'as jamais vraiment vécu le truc d'être au fond, quoi, tu vois. Et ce qui est drôle, ce qui est curieux, c'est que les phases dans l'entrepreneuriat, on pense qu'elles sont longues en fait. Tu vois que ça va être pendant 6 mois, je suis pas très bien. Pendant 6 mois, je pète la forme. Après, pendant 1 an, je suis au fond du seau. Et en fait, en tout cas à titre perso, je peux la ressentir quotidiennement. Heure par heure en fait. Ah ouais? Tu peux être entre 9h et 10h en mode putain, ça va pas du tout là, c'est la merde, il n'y a rien qui va, etc. Et l'heure d'après être c'est incroyable ce qui se passe. Comment c'est possible, tu vois. Et je pense que du coup, ces zones, cette temporalité, elle est propre à chacun. Mais ça fait partie du jeu. Et si tu cherches à fuir ça, en fait, t'entreprends pas pour être heureux au quotidien. T'entreprends pour être heureux et te sentir du fulfillment, être vivant, te sentir vivant et complet à long terme. Si tu joues la carte du court terme, ça marche pas, quoi. Fais autre chose, tu vois. Et je pense que certaines personnes qui se rendent pas compte à quel point ça peut être compliqué, à quel point ça peut être stressant. Tu sais, ils veulent sortir de leur vie un peu de salarié, un peu pépère, un peu pépouze pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais rester en fait, parce que c'est énervé. Hein. Tu sais, le stress que tu as constant, financier ou peu importe. C'est un stress qui est énorme, et l'air de rien, il continue en fait, il ne se stabilise pas. Alors après, tu apprends du coup à réduire ce stress, en tout cas à réduire ta perception de ce stress. C'est plus ça. C'est plus juste que de dire réduire le stress. Tu réduis ta perception de ce stress et tu réduis du coup par nature les conséquences de ce stress sur ta personne, ta santé, etc. Après, tu as plein de mécanismes pour ne plus être stressé, pour ne plus être anxieux, pour tenter de ne plus ressentir ça. Donc, tu vois, le sport, la lecture, la méditation, tous ces trucs-là qui sont moqués maintenant et jugés sur les réseaux parce que ça fait partie d'une miracle morning superficielle et fausse. En fait, les gens ont tort de se moquer de ça. C'est juste absolument incroyable. C'est clair. Et c'est pas pour rien qu'on en parle autant. Tu vois, ça a de vrais effets, c'est prouvé scientifiquement. Donc voilà. Donc en fait, le stress, il est constant. La temporalité dépend des personnes. Et ton taf, en fait, c'est juste de savoir soit prévenir, soit guérir ces périodes-là. Tu mets quoi en place, toi, du coup? J'ai vu que tu faisais des fois, t'allais à la montagne. Bah, tu t'es sportif aussi. Ouais, déjà sport tous les jours. Tous les matins, c'est ça? Tous les matins, ou tous les matins et tous les soirs. Soit 1, soit 2 fois par jour. Super important, sinon je pète un plomb. Je peux pas ne pas m'entraîner, c'est pas possible. Muscu, running, boxe. 3. Je peux pas faire autrement. Sinon, je suis imblairable en perso, seul, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon entourage, pardon. Je peux pas, je suis obligé, tu vois, de faire du sport. Respiration, méditation, de ouf. Plus respiration que méditation. Ce qui permet de te recalibrer, de te réaligner, de te poser et de gérer tes émotions correctement. Tu fais quoi? T'as une application? T'as des vidéos YouTube? Je regarde vachement ce que fait en ce moment Gary Brecka. Super contenu. Gary Brecka. Il est énervé, lui. J'adore. Ça fait quelques mois que je le suis et tout. C'est une encyclopédie, le gars. Mec, c'est un dieu vivant du savoir. Et j'aime beaucoup son approche qui passe par... Tu vois, lui, son approche, en fait, elle passe par l'amélioration de soi et de sa personne à travers des sources internes et personnelles, endogènes, on va dire, plus qu'exogènes, en fait. Au lieu de te prendre des compléments, d'aller voir telle personne, de faire ci et ça, base sur toi. Ta respiration, tes cycles de sommeil, ton alimentation, ta personne. Ça, mais aussi la supplémentation, quand même. Quand et ça, certaines carences... Parfois, mais si besoin. Tu vois, j'aime bien ce truc, si besoin.
Tu vois, pendant longtemps, j'avais une boîte dans le sport, j'avais une start-up dans le sport, et la plupart des gens, ils voulaient soit perdre du poids, soit prendre du muscle. Ouais. Et ils voulaient des compléments tout de suite. Il n'y avait pas de qu'est-ce que je fais pour m'entraîner, pour mieux manger, c'est qu'est-ce que je prends comme complément. Mais en fait, non, t'as pas compris. Et c'est con parce que ce mécanisme-là, c'est un truc qui te suit toute ta vie. C'est en fait comment tu es capable de faire une analyse de ta personne, de ce que tu fais, pour déjà pallier aux zones qui vont pas, qui marchent pas. Et ensuite, après, potentiellement, aller chercher ailleurs des choses qui vont venir complémenter, supplémenter ça. Donc voilà, donc sport, respiration, et après des phases de break. Alors en fait, quand tu es super exposé sur les réseaux, c'est bien d'avoir des périodes en fait, où tu coupes complètement. Ouais. Et je me barre en haute montagne en fait, moi. France ou... En France, ouais. C'est un petit spot en Haute-Savoie. Tu restes combien de temps en France dans l'année? Je suis souvent là en ce moment. Je voyage beaucoup quand même. 6 mois, Non, ouais, je suis là les 2 tiers du temps. Ok. 3 quarts du temps. Okay. Donc c'est quand même important pour toi, la France, quand même, enfin, ton ouais, noyau, bien sûr. C'est ton pays, tu sais, quoi. en fait, tout ce que je fais, j'ai une ambition démesurée niveau business, mais en fait, tout ce que je fais, c'est essentiellement pour mes proches et ma famille, essentiellement. Et avant tout, pour passer du temps avec eux, vivre différentes expériences, etc. Donc en fait, ça n'aurait pas de sens, quand les business commencent à péter, de me barrer à l'étranger et de passer mon temps loin de ce cercle-là, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui font ça, j'ai l'impression. Mais après, ils reviennent toujours. J'y ai même pensé à titre perso, pour être honnête. J'y ai pensé, même pour des raisons fiscales, etc. Mais en fait, tu vas partir. Alors, tu vas certes moins te faire tondre qu'en France, donc tu vas payer moins d'impôts. Tu auras du cash à disposition que tu vas dépenser avec qui? Non, en fait, ta famille, tes proches, tes potes proches, ils sont pas là, quoi. Ils sont en France. Ouais. Donc, tu vas rentrer. Tu vas partir, je sais pas où, à Lisbonne. Tu vas te faire une demi-heure de Lisbonne, tu vas te faire une villa en bord de mer, magnifique, piscine et tout. Ouais. Il y a qui dedans? Tes potes entrepreneurs que tu viens de rencontrer? Enfin, tu vois, non. C'est tes vrais amis qui sont pas très loin de toi, ta famille, tes proches, etc. Ils vont venir. Tu leur envoies un billet d'avion une fois par mois, une fois tous les 2 mois, grand max. Ouais. Donc, en fait, tu te casses le cul pendant 10, 15, 20 ans à monter une boîte et à monter des business pour faire beaucoup de cash. Et une fois que tu as ce cash-là, tu peux pas le dépenser avec les personnes que tu aimes parce qu'elles sont pas là. Ouais. Donc, moi, je suis plus en mode, je reste là maintenant de plus en plus souvent. Ouais. Par contre, je bouge pour le business et pour faire des rencontres et pour le plaisir, normal, tu vois. Ouais. Mais sinon, sinon, je reste quand même pas mal en France. Okay. Donc, à la montagne, la nature, ça te fait du bien, etc. Ouais, il y a 2 trucs. Le côté complètement coupé du monde, montagne, randonnée, truc, tu vois, tu vas marcher pendant 8 heures. Ouais. J'adore. Solo Solo avec mon frère. Ok. Sportif aussi, ton frère? Ouais, très sportif. On est tous sportifs dans la famille. Ah ouais? Tes parents aussi? Très sportifs tous. Ah, ils font quoi tes parents? Running. Ah, ça court, tu vois. Okay. Ça court, ça marche, enfin, tu vois. Okay. Donc voilà, donc soit montagne complètement coupée du monde, soit très très tough, parfois un peu show-off, genre tu sais, Saint-Trope, machin, Ibiza et tout, ouais. C'est bien de réussir à faire les deux. Ouais, je pense que c'est mon défaut et c'est un truc que j'avoue. Mais j'aime bien la fête, comme tu vois, j'aime bien. Bah non, pourquoi ce serait un défaut? Non, mais j'aime bien les trucs un peu, tu vois, tu pars en couille, tu fais n'importe quoi. Bling bling, tout ça. Alors pas bling bling pour le bling bling, mais tu vois, faire un peu n'importe quoi, son à fond, ça danse sur les tables. Ah ouais. Tu te prends des bonnes bouteilles et tout, ça me fait délirer, tu vois. Moi, je trouve que c'est bien. Enfin, si t'arrives à faire les deux. Ouais. Au moins, t'as un vrai équilibre, tu vois. Je pense que c'est très dur d'être à fond 100% dans un truc où, tu vois. Des fois, t'as besoin de calme, de nature, etc. Et des fois, t'as besoin de la vie un peu électrique. Machin. Et étonnamment, tu vois, je prends autant de plaisir, vraiment autant de plaisir, à bosser à fond, heads down chez moi, solo ou avec mon frère, qu'à être seul à la montagne et faire des randonnées, qu'à faire la teuf en mode plus soirée, resto festif et tout. Tu vois, j'ai autant de plaisir. Alors, j'ai quand même plus de plaisir sur le boulot, quand même, j'avoue, même si ça peut paraître bizarre. Oh, bah, les entrepreneurs, généralement, ils sont tellement passionnés par le business. C'est un tel kiff. Ouais. C'est un tel kiff. J'avoue que j'ai quand même plus de kiff là-dessus, mais c'est quand même sympa. Et puis après, je suis très aussi, tu vois, j'aime bien les très bons restos, les très bons vins. J'ai mon meilleur ami d'enfance qui est un très bon sommelier. Ah ouais? Donc tu vois, il m'a mis très tôt du coup dans le vin. Ah, je kiffe les grands vins. Tu t'y connais un petit peu? Ouais, bien sûr. Vin rouge, vin blanc. Tu finis par, tu vois, quand t'as un ami proche. Tes préférences en termes de vin? Je suis très sur les Bordeaux, moi. Bordeaux? Ouais, grand fan de rouge, grand fan de bon Bordeaux. Ok. Et puis mon grand-père avait aussi une très belle cave. C'est quoi les types de... À Bordeaux, c'est quoi le cépage? Je me souviens. Bah, tu sais qu'il y a tout, mais en fait, moi, j'ai une bouteille en particulier qui m'a marqué, qui est la première bouteille que j'ai goûtée, d'ailleurs. Okay. J'ai eu une chance inouïe de pouvoir la goûter. Et qui est une bouteille que j'ai regoûtée quelques années plus tard, qui est exceptionnelle. C'est un Château Aubryon 89.
qui est une année d'anthologie. Et il se trouve que j'ai goûté, grâce à mon grand-père, cette bouteille pour la première fois. Ouais. Et c'est le vin le plus exceptionnel que j'ai pu boire. Jamais. Et là, en ce moment, j'ai un délire sur les vins étrangers, par contre. Tu vois, je connais pas du tout les vins étrangers. Ils peuvent être Et énervés. je goûte du coup des vins. Alors, je connais un peu les vins italiens et tout, tu vois, mais je goûte des vins espagnols, chiliens, Ouais. Chili, ça tue. argentins, tu vois. Argentin, ça tue. Ouais. Et en vrai, c'est vraiment c'est très cool, quoi. Mais c'est fort Tu quand vois. même, généralement. Bah, L'Argentin. écoute, je t'avoue que j'ai très peu de connaissances sur ces vins-là. Ouais. Mais c'est ma passion du moment. Tu vois, il y a 2 jours, là, je me suis fait un super resto à Bourse. Et j'ai pris un vin blanc argentin extrêmement sucré. Je suis pas fan forcément des vins sucrés. C'est des notes un peu d'amertume, des notes d'orange, etc. Ouais, Enfin, ouais. disons des saveurs et des goûts que t'as pas l'habitude de retrouver dans des vins français. Ouais. Et non, c'est intéressant. Donc ouais, tu vois, il y a plein de choses. C'est intéressant, je trouve, le monde du vin. C'est passionnant, c'est tellement complexe. C'est de la bière tellement, aussi, j'aime bière, je m'y connais pas du tout et en plus, j'aime pas ça du tout. Ouais. Mais ça, c'est comme tout. Tu sais, enfin, comme tout. Après, c'est vrai, il y a des préférences. Il y a plein de gens qui disent j'aime pas le vin, j'aime pas la bière. Ouais, mais t'as pas goûté la bonne chose, en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Une fois que tu goûtes, tu te dis ah ouais, quand même. Donc tu vois, il y a plein de plaisirs quand même, plein de trucs. Et donc du coup, forcément, avec un de mes meilleurs amis d'enfance que j'ai connu quand j'avais 5 ans, qui est sommelier, et on finit par du coup se goûter des choses. Tu vois. C'est trop bien ça. Et ouais, du coup, on parlait de nature un petit peu. Du coup, t'as quitté Paris, enfin, tu vivais dans Paris, toi, t'es resté dans Paris pendant pas mal de temps. T'as vrillé un moment, tu t'es dit ça m'a saoulé, c'est trop. Ouais. Et là, tu reviens plus trop, quoi. Non, en vrai, je pense que. Vu qu'on a mis 1h30 pour venir ce matin. Ouais, non, alors. C'est une horreur, j'en peux plus, moi. Je suis très mitigé par rapport à Paris. Je trouve que c'est une ville absolument fantastique. Ouais. Donc Paris rend ambitieux, mais Paris rend con. Je m'explique. Paris rend ambitieux dans la mesure où tout est possible, où tout est accessible, où c'est une ville qui a un patrimoine culturel incroyable, un patrimoine entrepreneurial incroyable, tout est accessible. Les restos, les musées, les boîtes, enfin, tu fais tout ce que tu veux, tu vois. Et quand je parle des boîtes, je parle des entreprises, pas des boîtes de nuit, mais aussi des boîtes de nuit. Donc Paris, c'est génial. Ça bouge tout le temps, etc. C'est une ville somptueuse. Mais il y a un climat qui, moi, maintenant, me débecte. Je peux plus. Tu vois, là, maintenant, je vis, du coup... je répète jamais où je vis, mais pas très loin de Paris, on va dire 1h30 de Paris. Qui est un peu ma base arrière. Et quand je viens, du coup, sur Paris, je suis systématiquement... Alors, je viens soit pour des podcasts, comme c'est le cas, soit pour des restos, parce qu'il faut avouer que, du coup, tous les étoilés sont sur Paris. Enfin, en région parisienne, il y a beaucoup d'étoilés qui sont sur Paris. Il y a plein de trucs à faire. Il y a des bons restos sympas et puis quelques petits bars, voilà, où je viens voir des copains, du coup. Mais sinon, grosso modo, c'est ça. Chaque fois que je viens, c'est la même dose de stress, la même dose de tension. Tout le monde est speed. Il y a du jeu de statut de partout. C'est je fais ci, je fais ça, machin. Et dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de prétention. Ouais. Moi, il y a un côté qui maintenant me plaît plus du tout. Donc, je pense qu'en fait, c'est super quand tu veux te lancer parce que tu as tout à proximité. Ça peut être super aussi si t'aimes cette vie où tout est speed, etc. Moi, c'est une ville que je trouve super anxiogène maintenant. Et qui est pour moi le meilleur et le pire du monde, tu vois. Ouais. Quand tu dis... Du monde, quand je dis pas du monde entier, hein, d'un monde en fait où tu peux avoir les meilleures choses d'un côté et le pire de l'autre. Et tu vois, quand on parle de stress, d'anxiété, le climat, c'est imblairable. Tu te fais klaxonner si t'as pas démarré tout de suite au feu. Ouais, c'est chaud ça. T'as ton chauffeur qui s'arrête sur le côté, il se fait klaxonner direct, t'as pas le temps de sortir. Tu sors, tu te fais bousculer, t'as un vélo, une trottinette qui te rentre sur la gueule. Tout le monde est speed, ça parle fort. Tu prends un café, on te le balance. Si tu t'arrêtes au café de la rue, enfin, tu vois, c'est un peu absurde. Et ça, c'est pas que Paris, c'est la France, non? Je pense que c'est toutes les grandes villes, en fait. Ouais. Ou beaucoup de grandes villes. Ça dépend des pays. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est le lot de beaucoup de grandes villes. Ouais. C'est pas Paris en particulier. Mais je trouve, hein, tu vois, que Paris est surcoté, en tout cas. Et que ça ne vaut pas ce qu'on en fait. Ça ne vaut pas ce qu'on paye pour les loyers. Je payais une blinde pour... Ça, c'est abusé, quoi. Parce que toi, tu as travaillé chez Kimono, c'est ça? C'est une boîte parisienne. Tu as travaillé exactement. Chez eux pendant combien de temps? 3 ans, 4 ans? Pendant 2 ans et demi. Donc, tu as vécu le truc classique du cadre parisien, after work, machin, toutes ces conneries. Hein. Et en vrai, alors j'ai adoré Kimono, j'ai kiffé Kimono. Je bossais avec des potes, c'était cool, tu vois, c'était vraiment très stylé. Mais je peux plus, ce monde parisien, vraiment j'ai du mal. J'ai de plus en plus de mal. Et ce qui est marrant, c'est que je comprends les personnes qui sont dedans et qui adorent ça,
Parce qu'il y a un truc, tu vois, il y a une alchimie, il y a une magie. C'est beau, Paris. Mais à la fois, Ouais. je me dis, putain, mais comment vous faites pour vous sentir bien dans ce merdier? C'est pas possible, C'est tu vois. clair. Pour moi, c'est chaud quand même. Parce que j'ai dû revenir, tu vois. J'étais à Bali, moi, avant. Et ma copine, j'ai ramené une meuf de Bali à Ok, Paris. À Paris, ouais. Juste dû le aujourd'hui, faire ce bizarre. matin, dans la voiture, elle me dit, franchement, là, je commence à me demander ce que je fous là. Bah, c'est différent, quoi. Je pense qu'au niveau business, en tout cas, c'est très cool. Ouais. Après, en termes de qualité de vie, pour moi, c'est vraiment surcoté, quoi. Ouais. C'est vraiment surcoté. clairement. C'est pas le meilleur endroit pour être le plus épanoui, le plus serein. Mais c'est vrai que le business, ben, tout se passe ici, quoi. Tout se passe là. Enfin, Ouais. tout se passe là. Ou dans... Une partie des choses. Après, beaucoup se fait en ligne, tu vois. Ouais. Nous, moi, je me suis construit maintenant un cadre où, en fait, 95% de mon temps, c'est du boulot à distance, tu vois. Je bosse d'où je veux, alors de chez moi, avec mon frère, mes potes, etc. Et je suis tranquille, tu vois. Mais quand tu veux construire, quand tu es au tout début, vaut mieux Quand être... au début, pour moi, il faut être connecté avec les gens. Ouais. Mais, tu trouves que c'est fake, toi tu parlais, quand tu disais les gens, ils sont trop machin, tu parlais que des entrepreneurs ou en général Non, de manière globale, il y a beaucoup de... Tu vois une diff, toi Tu me pardonnes le terme, mais il y a beaucoup de branlettes, il y a beaucoup de jeux de statut, il y a beaucoup de... Ouais. Et ça me gonfle parce que c'est rien d'authentique. C'est ultra superficiel. Et je te dis ça, j'ai fait quelques stages à l'époque dont je m'étais fait virer, mais genre en agence de com, et ce truc-là et tout. Tu vois. Tu te fais tout le temps virer, en fait. Ouais, j'avais un peu de mal à l'époque. Avant d'avoir mes boîtes, du coup, par définition, je pouvais plus me virer, tu vois. Mais ouais, j'aime pas trop. J'aime pas trop. En fait, si tu veux, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure au début, j'étais hyper extraverti. Ouais. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je vais vers ce qu'on pourrait appeler l'introversion. Ah, putain, ça me fait trop du bien. Ouais. Tu dis ça parce que j'ai l'impression que j'étais le seul. Que c'était pas possible d'être extra et devenir intro. Ben, je pense que c'est possible. Ah, merci. Je suis convaincu que c'est possible. C'est moi seul. Je pense qu'en fait, tu vois, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux pas. On en revient toujours à la même chose. Et tu finis par te recentrer sur des choses qui comptent plus pour toi. Ce qui n'est pas un jugement de valeur. Ça ne veut pas dire que les autres choses sont moins bien. Ah oui, non. Mais pour toi, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu veux. Tu vois, je m'épanouis beaucoup plus dans une conversation à 3-4 personnes que dans un after-work bidon à 40 personnes où chacun va te parler, machin, un truc et tout. Genre, les événements, maintenant, c'est ma hantise. Je fais plus d'événements. Je fais plus. C'est carrément introversion, ça. Putain, un truc, t'arrives, salut, tu sors la pince et tout. Ouais, tu fais quoi et tout. Tiens, prends ma carte de visite, ciao, et tu t'enchaînes et tout. C'est de la merde. C'est mon angoisse, en fait, vraiment. Tu vois, Ouais. je peux plus, quoi. J'en ai fait un la dernière fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que moi, je suis devenu très, très introverti. Mais ça me fait trop du bien que tu me dises ça, quoi. Ça me rassure un peu. Parce que j'ai l'impression que c'est pas possible, tu vois. Et tu penses que c'est avec l'âge que ça arrive, ou plus, en fait, on était comme ça à la base, mais on s'en a fait semblant d'être extraverti quand on était gamin, tu sais. Non, je pense pas que tu fais semblant. Je pense que ça vient sans que tu t'y attendes. Ça vient par rapport à ton parcours. Ça vient sans que tu t'y attendes, tu vois, et ça vient... Non, ça vient spontanément. Je pense que tu sais ce que tu veux plus faire, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu aimes faire. Et il y a des lieux et des situations que tu fuis. C'est tout, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on vit dans un monde, en fait, qui est conçu pour les extravertis, où faut parler fort pour être entendu, faut parler vite, faut prendre de la place. C'est rigolo que tu dis ça, je le vois souvent. Enfin, je crois que c'était Maud ou Manon Tournant. Et Maud à la veste disent la même chose aussi. Que le monde est fait pour les extravertis. Le monde, il est conçu pour les extravertis. T'es introverti, tu te fais marcher sur la gueule. C'est vrai. Mais tu peux, du coup, petit à petit, développer des traits qui ressembleraient plus à un caractère introverti. Et tu vois... Et néanmoins, avoir une parole qui résonne et donc qui te permet, du coup, de prendre ta place et de mettre en avant des thématiques, une parole qui mérite, selon toi, d'être entendue. Tu vois. J'ai eu Alec Henry, lui, il était intro, il est devenu extra. Ouais. Apparemment, c'est possible aussi. Je sais pas, en fait, si vraiment tu peux changer. Tu vois, et si t'es de base introverti et que tu deviens extraverti, c'est un peu une case, tu vois. D'ailleurs, j'ai jamais aimé les cases. C'est con. Pour moi, il y a de la perméabilité entre les trucs, tu vois. Sinon, tu t'emmerdes, en fait, quoi. Mais je pense que... Et ça peut aussi être par période de ta vie, tu vois, il y a un horizon temporel, en fait, où t'évolues. Et tu sais que parfois, t'es plus dans la rencontre, la surenchère, parler, échanger, une sorte d'abondance, de relations, tu vois.
Et après, dans une autre phase, tu es plus recentré sur ton cercle proche, toi, ce que tu fais, ton business. Je pense que les deux sont pas incompatibles. Et je sais pas du coup si c'est vraiment ce qu'on peut appeler de l'introversion, l'extraversion, tu vois. Ouais. Parce que tu me diras, danser sur une table à Saint-Tropez, c'est pas trop introverti. Voilà, tu peux t'éclater, tu vois. Non, mais en fait, je pense que c'est par période. Mais je sais pas si on peut ranger dans deux cases, mettre d'un côté les gens clairement. introvertis, extravertis, tu vois. Je pense que tu as beaucoup plus de nuances que ça. Et que c'est juste que par rapport à vos différents... En fait, que je pense que le contexte a une influence sur ton caractère, sur la personne que t'es. Et quand je parle de contexte, je parle de l'environnement, mais des personnes qui t'entourent, de ton état d'esprit, de ton humeur, de plein de paramètres exogènes, pardon, tu vois. En tout cas, tu sens bien qu'avec le temps, t'aimes bien être dans le calme, être un peu seul, prendre du temps pour toi. Ouais, disons qu'en fait, c'est une ambiance différente, mais tu vois, tu prends une grande soirée avec 30 personnes, les discussions, les échanges n'auront pas la même profondeur que sur un échange où tu as 3 personnes à table ou 4 personnes à table. Tu vois. Clairement. D'ailleurs, à mon sens, 4 personnes, c'est le maximum pour avoir une conversation vraiment profonde. Je dirais 3-4, tu vois. Ouais, je sais pas, j'ai jamais fait. De là, pour moi, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai. Donc voilà, après, ça dépend de ce que tu recherches. Est-ce que tu cherches du coup à t'amuser, à connecter, et dans ce cas, tu fais des grands événements? Ou est-ce que tu cherches plutôt à échanger en profondeur sur différents sujets, à mieux connaître quelqu'un? Et dans ce cas, en fait, tu privilégies les rencontres dans des cadres plus calmes, tu vois, plus reposants, et du coup en nombre plus restreint. Du coup, on a balayé plein de sujets. Juste rapido, donc t'es allé à quoi? T'as fait quoi à l'école en fait? T'es allé au lycée? T'as fait quoi? T'as fait une école de com, c'est ça? J'ai fait lycée, j'ai fait une école de commerce à l'ESSEC. Je me suis barré au bout d'un an. Enfin, ils t'ont viré. Ils m'ont barré. Ils m'ont barré de leur liste. Non, c'était un mélange des deux. Et pourquoi école de com en fait? Pourquoi tout le monde fait des écoles de com? Ça vient d'où ça? Moi, on me dit que c'est la voie du succès en fait. On me dit si tu veux faire du cash, faut que tu fasses l'ESSEC ou HEC, donc fais. Mais oui, toutes les personnes qui ont des business, c'est plus école de com. Hein. Enfin, ça dépend. Enfin, moi, de ce que je vois, parce que moi, j'ai fait une école d'ingé, par exemple. Ouais. Ça va être les mecs, ça va être les ingénieurs qui sont bac plus 5, qui vont travailler pour les gars qui sont sortis d'école de com. Ouais, ça fait ça. Ouais. Après, il y a quand même un autre mouvement, où c'est des gens complètement indépendants, qui viennent d'horizons complètement divers, qui montent leur boîte en tant qu'indépendants. Ouais. Mais pour l'instant, toutes les personnes que j'interviewe, école de com, hein, quand même. Ok, ouais, c'est curieux. Ouais. Donc non, écoute, école de commerce pour le tampon, que j'ai pas eu du coup. Ah, t'as pas eu l'école de... Ouais, non, je suis resté un an, ils montaient. Après, j'ai fait une école de communication. C'est pareil, non? Ah non, de communication. Communication, marketing et tout. Ah oui, ton TEJ. Où j'ai fait un master en management entrepreneuriat. Ça n'existe pas, un master en management entrepreneuriat. T'apprends pas, t'as pas des cours pour apprendre à manager, t'as pas des cours pour apprendre à monter des boîtes. Monter une boîte, c'est te prendre 20 tartes dans la gueule et faire une 21e, tu vois. Donc, absurde. Du coup, j'ai un master en entrepreneuriat. Le lunaire, ça m'a jamais servi. Et j'avais un deal dans cette école, en fait, où j'allais à la moitié des cours et l'autre moitié du temps, je montais ma boîte. Et le jour où ça commence à marcher, je parlais de l'école, du coup. Ok. Un peu dans les médias, etc. Donc, c'est le deal que j'avais réussi à négocier. Ce qui m'a permis, du coup, de monter des boîtes très tôt. J'ai pas suivi. T'as fait l'ESSEC, on t'a viré. Ouais, un an. Après, une école de communication. 5 ans, du coup, en communication marketing, où mon diplôme, du coup, c'était un truc de management, entrepreneuriat. Ah, d'accord. C'est dans cette école-là que t'as eu un master. C'est absurde. Master en complètement entrepreneuriat. absurde. Ouais. Ok. Et après, direct, t'avais déjà tes boîtes. Ah, ben non, t'as travaillé pour Kimono. Et après, du coup, j'avais déjà mes boîtes, notamment boîtes dans le sport, que j'ai développées après en partant. C'est Capital Training, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Et que j'ai relativement mal revendu après. Après, j'étais chez Kimono pendant 2 ans. Ouais. Où là, pour le coup, j'ai fait des grosses performances en sales. Ouais. T'étais sales chez Kimono? Ouais, j'étais sales pendant 1 an. Je fais 2 millions de chiffre d'affaires. Après, je passe du coup manager de l'équipe sales. Ah ouais. J'ai cherché du coup 5,5 millions sur l'année qui suit. Ouais. Ah oui. Et après, en partant, je me dis en fait, il y a une demande de ouf sur le marché des sales. Je peux en accompagner, mettre en place des systèmes sales dans des boîtes, monter des tunnels de conversion, parce que je suis passionné de tunnels de conversion depuis très longtemps. Donc, j'ai monté ça du coup à côté. Donc, si je veux un tunnel, je fais appel à toi, quoi. Exactement. Donc, enfin, tu fais pas ça, toi, voilà. tu accompagnes. Enfin, maintenant, maintenant, pour les boîtes, je fais très peu d'exé, plus de la strat. Ouais. Et après, pour les indépendants, ils passent du coup sur le parcours du Sales Lab en accompagnement. Donc ça a beaucoup bougé. Et tout s'est fait de manière un peu chaotique, mais avec panache, comme dirait l'autre, tu vois. Ça s'est fait comme ça, en fait, en faisant, en testant. Ouais. Et comment t'as géré le... Parce que j'avais vu que t'as lancé Sales Lab avec ton frère. Ouais. Tu disais que t'avais que genre 140 balles sur ton compte. Un truc comme ça, je sais plus.
T'as géré comment ce stress d'argent là? Est-ce que le fait d'avoir des parents qui sont peut-être derrière qui peut aider ou pas du tout? Je pense que ça peut aider, mais je leur ai jamais rien demandé. Ouais. Mais tu J'avais savais la peut-être qu'il y pression avait- comme si potentiellement j'étais vraiment dans la merde, Ouais. parce qu'ils ont jamais su que pendant un moment c'était très compliqué financièrement. C'est-à-dire en fait le mois, parce que donc en fait j'ai monté des boîtes, j'en ai vendu une partie, et en fait dès que je prenais du cash, je réinvestissais tout de suite. J'ai toujours été en mode all-in, tu vois, jamais sécurisé, jamais mis de côté dans des comptes et tout à l'époque, tu vois. Ouais. Parce que j'avais pas non plus gagné assez à l'époque, j'ai pas fait de très gros coups qui me permettaient, tu vois, Ouais. de mettre du cash de côté comme je peux le faire maintenant. Et donc en fait pendant un moment je me retrouve, j'ai plus rien sur mon compte, rien du tout. J'ai lâché du coup la boîte sur laquelle j'étais précédemment, j'ai plus rien, tu vois. Ouais. Et j'ai 137 € sur mon compte, vraiment plus rien. C'est comme Hormozy, il a eu la même chose, je crois. Ah ouais? Ouais, il lui restait 1 000 € sur son compte à Noël. Ok. C'était une dinguerie. Et donc en fait là t'es un peu dos au mur. Ouais. Mais dos au mur, je veux dire, moi, je me dis, attends, t'as plus de cash, par contre t'as des compétences, t'as un réseau, t'as des contacts, t'as de l'expérience. Me dis pas que t'es dans la merde, tu vois ce que je veux dire? T'es dans la merde financièrement. Ouais. Parce qu'en fait tu dois payer ton loyer dans 2 mois, mais t'es pas dans la merde en fait. T'avais ton J'ai appart? mon appart et tout, ouais, depuis À très Paris? longtemps, mais j'ai mon appart très tôt. Et, Ah oui. vers 18-19 ans, direct, j'ai pris mon appart tout de suite pour être indépendant, monter mes boîtes, aller en cours en même temps, faire mes trucs, tu vois. Donc voilà. Et donc ouais, donc plus rien, plus de cash, et j'avais 2 semaines pour payer mon loyer. Et je me dis, go, tu vois. C'est particulier, c'est bon, de toute façon, Si, plus le choix, quoi. tu stresses, mais en fait, t'as 2 types de stress. T'as le stress qui te paralyse, et du coup, bon, il sert à rien, et t'as le stress qui te galvanise, et là, le stress qui te galvanise, il peut te faire des choses incroyables. Et d'ailleurs, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont à un moment donné monté un truc qui a été extrêmement rentable et qui a explosé, ça partait d'une situation compliquée. C'est une grosse merde financière, une grosse merde humaine, relationnelle, un truc qui allait pas. Et ça a été en fait l'élément déclencheur, tu vois. Donc voilà. Donc pas de stress particulier, si ce n'est qu'il fallait du coup y aller, quoi. Il n'y a plus le choix. Et en fait, je pense que d'ailleurs, ce qui empêche beaucoup de personnes de passer à l'action, c'est qu'en fait, elles ont trop le choix, elles ont trop d'options. Ouais, je pense. Parce que quand t'as plus le choix, t'as plus le choix. Il n'y a pas de solution, tu vois. Y a pas de... Tu vois, c'est comme un peu les trucs de la motivation, quoi. T'es motivé, t'es pas motivé, non, en fait, t'as pas le choix. Ouais. Donc, pas de... Fais. Passe à l'action et agis, tu vois. Et c'est pour ça que, pareil, mais c'est marrant parce que tous ces discours... moi, j'ai un discours très porté sur l'action, tu vois. Ouais. Arrête de tergiverser, arrête de raconter de la merde, fais. C'est pas grave, tu vas te tromper, tout le monde se trompe, tout le monde s'est gouré X fois, juste fais. Range ton ego, tu vas te tromper, tu vas pas être bon, c'est pas grave, agis. Et pour moi, c'est le meilleur moyen pour passer à l'action, pour débloquer des situations. Et en fait, ce discours, encore une fois, il est lui aussi moqué. C'est comme les morning routines, tu vois, c'est ouais, on dit qu'il faut faire, qu'il faut agir, mais attends, faut quand même réfléchir, pas prendre de risques, faire de la stratégie et tout. Moi, je suis partagé sur ça. Je suis vraiment 50-50. Autant je suis à fond comme toi, il faut passer à l'action pour que les choses se passent, sinon il se passe rien. À une époque, j'étais, il faut être dos au mur pour que ça fonctionne, parce que moi, ça a tout le temps fonctionné de cette manière-là depuis que je suis gamin. Et t'as l'autre truc où justement, si tu écoutes trop les gourous qui vont te dire, il faut passer à l'action, quitter votre travail, etc., certaines personnes vont se retrouver dans la merde. Vraiment. Tu vois, parce qu'il y a plus d'argent qui va rentrer, et je pense pas que certains vont avoir la capacité de réussir à créer un business, tu vois. Disons que j'entends. Ouais. Parce qu'il y a Guillaume Houbèche qui dit la même chose sur ça, tu vois. J'entends, mais je pense qu'on se paluche quand même beaucoup sur des trucs de est-ce que c'est le meilleur moment, est-ce que c'est la meilleure stratégie, est-ce que je suis certain, etc. Et tout. Et en fait, quand tu montes des boîtes, mais d'ailleurs dans d'autres secteurs aussi sûrement, tu vois, mais je sais qu'en tout cas, quand tu montes des boîtes, t'as jamais la réponse. T'es jamais certain. C'est jamais le bon moment. C'est toujours trop tôt ou trop tard, juste ça fait partie du game, tu vois. Et ce qui est certain, par contre, c'est que si t'hésites trop, il faut pas te lancer, en fait. Ah bah c'est clair. Parce que c'est pas fait pour toi, tu vois. Ouais. Donc, en fait, moi, j'ai cette vision de... j'aime pas avoir des visions binaires, parce que pour moi, la vérité se trouve toujours dans la nuance. Mais j'ai une vision binaire sur ce point-là. C'est-à-dire, en fait, soit tu fais pas, mais personne va te pousser au cul. Et si toi, t'es pas toi-même l'élément déclencheur, ça sert à rien. Parce qu'en fait, là, t'as même pas commencé. Et t'hésites. Donc, tu vas me faire croire que quand ça sera compliqué, tu vas te dire, c'est bon, je continue, je fais. Tu vois, c'est comme le truc des motivations. Les gens ils disent, comment tu fais pour être motivé? Personne n'est motivé. On s'en bat les couilles de la motivation, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la rigueur, la détermination. Ça compte, tu vois. Aucun sportif de très haut niveau n'est motivé, tout le temps. Si la réussite était liée à la motivation, tout le monde pourrait être successful. Parce que tout le monde peut être motivé. La réussite, elle est liée à l'effet cumulé
Et ça, c'est lié à une action concrète mise en place de manière récurrente sans réfléchir. En fait, je crois que c'est ça le problème, ce que tu as dit. C'est que tu as certaines personnes qui sont pas faites pour ça, mais qui vont quand même se lancer à cause de tu vois, elles vont quand même se lancer, elles vont se dire ok, je quitte mon job, je me lance et tout, mais en fait elles sont pas faites pour ça et elles vont bien se retrouver dans la merde, tu vois. Elles auraient pas dû quitter leur taf, tu vois. Parce que tu as aussi ce truc là où essayer de monter un side business et quand tu vois que ça prend, quitte ton taf plutôt que y aller en mode YOLO, vas-y. Bien sûr. L'entrepreneuriat, c'est facile, tu vois. C'est propre à chacun. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est à la fois la meilleure chose et la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Moi, je suis convaincu que pour moi, c'est la voie royale parce qu'en fait, c'est une vie exceptionnelle. Tu t'ennuies jamais. C'est dingue. Tu rencontres des gens, tu découvres des choses, tu t'apprends des choses. Tu évolues très, très vite. Prends le contrôle de sa life, quoi, finalement. Et tu fais ce que tu veux, quoi, entre guillemets. Alors, pas au début, mais après. Enfin, le but, c'est de tendre vers ça. Mais c'est aussi le pire truc parce qu'en fait, tu vas prendre cher. Plus ça va marcher, plus tu vas prendre dans la gueule. Et il faut être capable d'encaisser les coups, il faut être capable d'encaisser le stress. Et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. T'as des personnes qui t'inspirent, toi, un petit peu? Américain ou pas, enfin, peu importe. Je vais te dire un truc. Je m'inspire pas, je m'inspire moi-même. Non, t'imagines, le boulard du mec. Non. Les personnes qui m'inspirent le plus sont pas du tout des personnes entrepreneurs, successful, etc. C'est des personnes que je rencontre au quotidien. Qui sont pas du tout mises sur un piédestal, mais des personnes qui ont un parcours de vie, une histoire de vie, des choses qui font que... Si tu veux, en fait, j'ai pas 5 personnes qui m'inspirent. J'ai 2000 personnes qui m'ont inspiré. Qui, à un moment donné, m'ont dit un truc qui m'a fait tilter, qui ont eu un comportement, une réaction, un truc. M'ont dit quelque chose de profond, tu vois. Et je pense qu'en fait... je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de prendre de l'inspiration auprès de 1000 personnes que tu vas rencontrer que de prendre la parole de 4 gourous comme Argent Comptant. Alors oui, il y a des gens super inspirants, comme tout le monde sur le business. Je suis un grand fan de Naval Ravikant, les podcasts de Joe Rogan, les machins, tout ça, j'adore. C'est super, c'est top. Chris Williamson, tous ces mecs-là, tu vois, c'est génial. Elon Musk, tout ça, trop loin bof. Elon Musk, non, pour le coup, pas du tout. J'ai une grande admiration, c'est ouf, tu vois. C'est un gros taré. Mais pas du tout, tu sais pourquoi? En fait, pour moi, t'as inspiration. T'as l'inspiration purement théorique, c'est-à-dire c'est cool, génial, ça me sert pas. Et t'as l'inspiration qui te fait passer à l'action. Et en fait, il faut pas qu'il y ait un écart trop grand entre ta situation et celle des personnes qui vont t'inspirer. Typiquement, tu vois, les mecs qui m'inspirent en ce moment, ou Nana qui m'inspire en ce moment, c'est des gens qui, au niveau perso, ont une vie qui me plairait bien. C'est un parcours un peu couple, Battlefield, les deux super engagés dans leur business respectif, tu vois, une relation fusionnelle, un truc sympa, et qui font plein de trucs ensemble, etc. Ça m'inspire. Ou qui ont un business qui tourne à 20, 30, 40 millions par an. Et je me dis, putain, là, il y a des insights qui peuvent m'intéresser et je tends à aller vers ça. Mais quelqu'un qui fait déjà 200 millions par an et qui a une vie inaccessible, ça m'intéresse pas, en fait. Il y a un écart, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, les gens écoutent des gourous et prennent leurs paroles et leur quotidien comme argent comptant, mais en fait, ils ont une vie qui a rien à voir. Donc, tu vas pas appliquer sur ta vie et ton quotidien ce que fait une personne qui vit dans un monde qui est complètement opposé au tien et trop loin du tien, tu vois. Donc, en fait... c'est clair. À part de la frustration et... À part de la frustration, de dire ça marche pas, ouais, je comprends pas. Tu vois, en fait, là, pendant un moment, les gens, ils se moquaient des bains froids, des morning routines, etc. Et on disait, ouais, je comprends pas. Tu sais, les gourous, ils font ça. Pour vous, ça marche pas. Mais en fait, les gars, vous avez pas compris. Et c'est pas parce que tu vas prendre une douche froide et que tu vas faire de la méditation le matin et 30 minutes de sport que tu vas avoir la vie d'Elon Musk, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est des mécanismes, en fait, qui vont te permettre, toi, d'améliorer ton quotidien. Mais ça n'a rien à voir avec, en fait, le levier que tu peux créer pour avoir la vie de telle ou telle personne, tu vois. C'est clair. Donc en fait, tu peux choisir quelques leaders d'opinion, quelques figures, quelques gourous, mais je me méfie toujours, moi, des paroles dogmatiques. Tu vois, la vérité se trouve dans la nuance, quel que soit le sujet, hormis d'un point de vue scientifique. Je en parle parce que du coup, j'ai des parents médecins, donc je remets ça si jamais ils voient le podcast, tu vois, mais la vérité est souvent dans la nuance. En tout cas, le sens est dans la nuance. Donc, tu as toujours un équilibre à trouver. Et du coup, en fait, tu vas chercher, à mon sens, en tout cas, le plus pertinent, c'est d'aller chercher des réponses et de l'inspiration chez des personnes qui font ce que tu fais, qui sont plus avancées de 3 steps ou qui sont en retard, entre guillemets, de 3 steps.
Et tu fais une moyenne de tout ça. Et tu apprends des choses absolument passionnantes, tu vois. C'est aussi passionnant que d'écouter un gars derrière un micro, c'est clair. comme je peux le faire maintenant. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ça, pour moi, ça a autant voire plus de valeur. Ouais, en fait. Ok. Écoute, Thomas, on a bientôt fini. Je finis toujours le podcast avec les mêmes questions. Tu vas devoir mettre une note entre 1 et 5 sur les différents thèmes, sachant que 5, c'est la meilleure note. Donc, si je te dis entre 1 et 5 sur la santé, tu te situes où? 5. 5. Ouais. Parfait. Bon, rien à dire, du coup. Non, enfin, ça peut toujours être mieux, mais j'ai de la chance d'être en bonne santé. T'as tout mis en place. Une grosse hygiène de vie et tout. Ouais, pour le coup, ça, c'est un secteur qui me... 4,5, on va dire. C'est jamais parfait. Non, ouais, c'est très bien. Amitié, du coup? Amitié 5. Ouais, en vrai... non, mais très bien. Tu vois. Famille? 5. Ok. Enfin, famille 5, on va dire 4, parce qu'il y a quelques histoires compliquées. Mais mes familles proches, mes parents en tout cas, et mes frères, c'est le feu, tu vois. C'est l'essentiel de ma vie, en fait, tu vois. Donc, J'allais te demander comment faire pour aller à 5, mais tu viens de le dire. Donc. Bah, du coup, ça se résoudra. Enfin, il n'y aura jamais de résolution. Donc, ce sera coup, à c'est 5. 4 Moi, je serai toute pas ma cette vie. chose. Ouais, du coup, ça va être 5 en gros. J'aurais pu laisser 5. Ok. Amour? Bah, amour, bonne question. Ah, bah, je sais pas. Hein, tu peux l'amour Amour, avec ma toi-même. réponse, c'est stand-by, tu vois. C'est stand-by. Stand-by. J'attends. Ouais. Après, ça peut être amour avec toi-même. Hein. Ça peut être... Bah oui, bah ça va. Non, franchement, top. Ouais, c'est bien. okay. Ça peut toujours être mieux, mais t'apprends à te connaître, t'apprends à avancer, t'apprends surtout en fait à devenir la personne que tu veux vraiment être. Et ça, je pense que c'est pas un résultat, c'est un chemin. Et tu passes ton temps à essayer d'être à ton humble niveau une meilleure personne. Tu vois, fit avec tes valeurs. Moi, en ce moment, mon délire, c'est d'aider des personnes à avoir le parcours que j'ai pu avoir précédemment. Ouais. Ça me fait délirer. Et en termes de fulfillment, c'est le truc qui me remplit le plus, tu vois. Ça me fait kiffer. Donc voilà. Et après, entourage proche, tu vois. Faire en sorte de passer des moments de qualité, etc. D'avoir un cadre hyper sympa autour de toi, tu vois. Et après, le reste, c'est du bonus. Okay. Et business? Business, alors là, business, je vais te dire 3. Okay. Parce qu'en fait, c'est au top. On est super content, énorme croissance, tout va très vite et tout. Mais j'ai une grosse ambition. Okay. Et je sais que niveau business, de toute façon, je serai jamais rassasié. Je voudrais toujours plus, ça je le sais. Ouais. J'ai fait la paix avec ça. Je sais que je serai jamais satisfait. Je suis ultra perfectionniste. Je veux toujours plus, faire mieux, correctement. Pas que financièrement, même au niveau du contenu, de ce qu'on produit, etc. Ça, toujours dans la même... Ça va être genre quoi, un produit et genre à fond le faire scaler au maximum? Ouais, un meilleur produit, en termes de performance, des meilleures performances pour les personnes qu'on accompagne, en termes de création de contenu, davantage de contenu, tu vois, plus de contenu de qualité. Et du coup, après, la réussite financière te permet aussi de libérer plus de temps pour faire davantage de contenu de meilleure qualité. Donc, c'est un peu un cercle vertueux, pour le coup. Enfin, moi, je le vois en vertueux plus qu'en vicieux. Donc ouais, non, je te dirais 3, parce que je sais qu'il reste encore plein de choses à faire. Et il n'y aura jamais de 4, il n'y aura jamais de 5. Jamais. C'est bien que tu le reconnaisses et que... Ah ouais, mais c'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, si t'as 5, t'as fini le jeu, quoi. Avec quel intérêt? Je veux dire, moi, le business, je vois pas ça. En fait, je cours pas après. Je surfe dessus. Tu vois, je prends du plaisir, en fait, à monter des boîtes. Je prends du plaisir à prendre des claques. Je prends du plaisir à échouer. Parce que du coup, ça brusque ton ego, ça brusque ta personne. Tu remets les choses en perspective. T'essaies de comprendre pourquoi ça marchait pour l'un et pas pour l'autre. Donc en fait, c'est un kiff, tu vois. C'est un putain de plaisir. Et du coup, non seulement 3 sur 5, mais en plus, je souhaite ne jamais avoir de 4 ou de 5. Parce que ce serait chiant, quoi. Tu vois, ce serait boring. Et je peux pas accepter d'avoir une vie où j'ai fini le truc, réussi. Bah oui, après, il y a plus aucun ça m'intéresse pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que du coup, ça va engendrer une certaine déception, frustration, mais je pense pas. Mais je préfère penser comme ça et me dire que je passe mon temps à travers des quêtes. Ce qui veut pas dire que je suis pas heureux à côté. Parce que tu vois, en bonheur, le 5, tu vois. Mais ça veut dire que moi, tu sais où tu vas, tu te projettes et tu sais que tu vas t'amuser et continuer à t'éclater pendant encore de longues années, j'espère, tu vois. Je touche du bois. En tout cas, t'es heureux, c'est le principal. Ouais, grave. Bon, écoute, Thomas, ça m'a fait grave plaisir. C'était trop bien. On a fait le tour de force de ne pas parler business alors que sur LinkedIn, tu parles que de ça. Ouais, c'est la première fois, c'était cool. Donc, j'espère que les personnes qui ont écouté vont apprécier cet échange. Je suis sûr que oui. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Merci Salut, encore. bye bye. Ciao, ciao.